Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Florence Picard, je suis responsable à l'Institut des Actuaires du Centre de veille et prospective, CVP dans nos abréviations. Nous entamons aujourd'hui un cycle de 3 conférences sur le quantum. Nous accueillons aujourd'hui Georges Berger, qui est ingénieur chez IBM et enseignant. Nous recevrons ensuite Philippe Duluc de Atos le jeudi 6 mai et Marco Herrmann de Thales le 2 juin. Thales n'est pas un fabricant, il sera plutôt question des capteurs quantiques et aussi du chiffrement. Mais aujourd'hui, Georges Berger nous fait le plaisir et l'honneur de revenir nous voir, puisqu'il nous avait déjà fait une conférence il y a 3 ans. Georges est ingénieur chez IBM, en charge notamment de plusieurs choses, mais notamment de développer la collaboration scientifique via des projets scientifiques, cursus, des séminaires, entre écosystème académique, recherche en informatique et mathématiques appliquées, sur les sujets de l'analyse numérique, de l'optimisation, du calcul scientifique haute performance, de l'intelligence artificielle, de l'analytics et de l'informatique quantique. À ce titre, il enseigne à l'École Polytechnique, à Sorbonne Université et à l'Université Paris-Dauphine. C'est donc en pédagogue qu'il va nous faire découvrir les perspectives de l'informatique quantique pour les actuaires. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Un temps sera consacré à la fin pour y répondre. Et sans plus tarder, je passe la parole à Georges. Merci. Voilà, je partage en même temps mon écran. Merci, merci Florence. Merci à l'Institut des Actuaires de me donner la possibilité de partager avec vous un moment où on va parcourir ensemble, je dirais, cette nouvelle technologie. Donc, je suis ravi d'être là avec vous toutes et vous tous pour passer ce moment ensemble. Donc, ça va durer, je pense, 1h30, 1 heure où je vais faire un petit peu l'état des lieux, de là où on en est au niveau de cette informatique, sur plusieurs angles, sous l'aspect, je dirais, technologique, enfin historique déjà, technologique, ainsi que, je dirais, algorithmique et les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui pour commencer un petit peu à développer des choses. Voilà, donc je vous propose de commencer. Alors, ce que vous voyez apparaître à l'écran pendant que je vous parle, donc j'imagine que vous voyez bien à l'écran. Si ce n'est pas le cas, Florence, vous me le dites, hein, ou si vous ne m'entendez pas bien. En fait, sur la partie de gauche, vous voyez donc un ordinateur IBM qui apparaît. Et puis, quand on ouvre effectivement, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, eh bien, on voit un magnifique chandelier que vous pouvez voir apparaître donc, sur la droite avec le processeur qui se trouve en bas. Voilà, on y reviendra un petit peu plus en détail. Alors, donc la présentation a été faite, voici mes coordonnées. Vous n'hésitez absolument pas à me joindre si vous avez besoin effectivement de plus de précision ou de compléments. Je suis à votre entière disposition pour développer telle ou telle thématique. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et auparavant, je voudrais prendre un petit peu le recul. Vous allez voir, on va rentrer dans un monde fascinant, un monde de l'infiniment petit, un monde, je dirais même, quand je dis fascinant, je dirais même presque diabolique. Mais c'est ce monde-là que l'on a cherché à domestiquer pour imaginer l'informatique de demain. Mais auparavant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va illustrer un peu la difficulté et les spécificités du monde dans lequel on va travailler, si je peux dire, mais finalement, qu'on peut retrouver un petit peu dans d'autres situations à plus d'un titre. Vous voyez, ici, j'ai l'habitude de représenter un cylindre qui représente un phénomène, qui représente une situation que l'on peut rencontrer même dans la vie de tous les jours, à l'échelle macroscopique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène qui existe un peu malgré nous, qui est là, qui est présent, qui a une existence en tant que tel, et bien, suivant la façon dont on le perçoit, au travers d'ailleurs de notre grille de lecture, on peut le voir comme étant un cercle ou comme étant un carré.
Et c'est d'ailleurs toute la difficulté que l'on a quand on cherche à modéliser, quand on cherche à développer une théorie, notamment lorsqu'on cherche à développer une intelligence artificielle, on est face à une situation, un phénomène, par exemple, eh bien, tout simplement une fraude, par exemple, eh bien, en tant que telle, la façon dont on va la percevoir au travers de notre grille de lecture, c'est forcément une approximation de la réalité, c'est forcément en engendrant un biais. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'effectivement, les phénomènes dont je vais parler, ils ont en plus la particularité, comme je vous le disais, qui sont au niveau de l'infiniment petit, mais qu'en plus, je dirais, si on cherche à les voir en se dotant d'un certain nombre d'outils technologiques qu'on pourrait chercher à mettre en place, par exemple des systèmes de microscopie électronique, on va dire, ou n'importe quel outil de mesure, eh bien, les phénomènes qui nous intéressent pour bâtir cette informatique quantique vont disparaître. Donc, c'est une double difficulté que nous avons, c'est qu'à la fois, eh bien, quand on a un phénomène en face de nous, on ne le voit qu'au travers de notre grille de lecture, de notre rail cognitif, mais qu'en plus, dans le cas de l'infiniment petit, eh bien, ces phénomènes-là, quand on va quand même chercher à les mesurer, eh bien, on va être très gêné parce que les phénomènes qui nous intéressent vont disparaître. Et je vais expliquer effectivement les enjeux un petit peu de tout ça. Alors, finalement, si on essaie de synthétiser, qu'on a une approche un peu scientifique, vous voyez, on a ces phénomènes que j'illustre là. On a l'habitude, effectivement, et beaucoup de physiciens ont cette approche, notamment Einstein, d'avoir des expériences de pensée pour essayer de se représenter des phénomènes. On essaye quand même de réaliser un certain nombre d'expériences qui vont nous permettre de bâtir une théorie. Cette théorie-là, elle va nous permettre d'imaginer, donc de faire une modélisation, une mathématisation de cette théorie en vue de développer des applications. Et c'est exactement effectivement ce qui est en train de se produire avec cette nouvelle informatique qui repose finalement sur des phénomènes qui sont issus de la mécanique quantique et qui va avoir pour application, là pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la mise en œuvre de cette nouvelle informatique qui est l'informatique quantique. Je dirais même plus la technologie quantique, puisqu'il n'y a pas que l'informatique quantique, il y a aussi des capteurs quantiques, il y a tout un ensemble de choses que la crypto quantique, pardon, excusez-moi, et puis j'aurai l'occasion d'ailleurs de l'évoquer un petit peu plus tard. Alors, de quels phénomènes on parle? Et vous allez voir que c'est des phénomènes qui sont extrêmement spectaculaires, je dirais, voire même déroutants, mais qui sont bien dont on pense qu'ils sont bien présents, hein, encore une fois, parce que c'est assez difficile, voire impossible de les voir de façon indirecte. Mais encore une fois, les phénomènes que je vais évoquer, ce sont ceux qui vont être les fondements du développement de cette nouvelle technologie quantique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop, mais juste pour comprendre un petit peu ces fameux fondements dont je parle. Alors, le premier phénomène, c'est qu'un objet, eh bien, ramené à l'échelle microscopique, eh bien, se comporte à la fois comme une particule, comme une boule de billard, si je peux dire, ou une boule de pétanque, ou n'importe quel objet doté d'une masse, d'une vitesse, d'une quantité de mouvement, comme on a l'habitude de connaître, mais il va se comporter aussi comme une onde, par exemple, comme nous, on a l'habitude de le voir à notre échelle à nous, comme étant je dirais une onde lumineuse ou une onde sonore, ou par exemple, ce que l'on peut constater comme une onde qui peut se propager dans un étang quand on jette une pierre au milieu de l'étang. Voilà un des premiers phénomènes qui va être intéressant de prendre en compte, c'est qu'un objet, à l'échelle microscopique, sans être vraiment une onde, sans être vraiment une particule, va se comporter comme étant une onde et se comporter comme étant une particule. Partant de ça, ça va nous amener à un autre phénomène extrêmement intéressant aussi, et qui est peut-être, je dirais, ce qui va donner naissance à l'information binaire quantique, c'est qu'un objet à l'échelle microscopique, qui, comme je disais, se comporte comme une onde et comme une particule, eh bien, possède un certain nombre de caractéristiques physiques, comme par exemple sa vitesse, sa position, sa quantité de mouvement, son spin, enfin tout un ensemble de choses, sans entrer trop dans les détails, mais prenons l'exemple de sa position, eh bien, à un instant donné, au même moment, un tel objet eh bien, est à plusieurs endroits à la fois, au même moment. C'est un petit peu comme si j'étais dans une salle de cinéma, moi, objet quantique, et que finalement, j'étais assis sur un fauteuil, là, à l'échelle macroscopique, en train de regarder un film, si je peux dire.
je suis dans le noir, ben, je suis dans un endroit, je ne suis pas à un autre fauteuil. Eh bien, dans le cadre de l'infiniment petit, un objet à l'état quantique, eh bien, dans la salle, il sera, tant qu'on ne va pas chercher à me voir, tant qu'on ne va pas ouvrir la lumière, eh bien, cet objet-là sera, je dirais, si on fait le parallélisme, sur tous les fauteuils à la fois, au même moment. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important parce que cette espèce de parallélisme ou de superposition d'états pourrait se traduire par le fait que ben, finalement, ben, si je fais le parallélisme avec ma salle de cinéma où ben, je suis dans le noir et puis à l'extérieur, personne n'est capable de me voir où je suis, donc quelque part, ben, on peut imaginer que je peux être partout. Enfin, il y a aucune probabilité d'être présent n'importe où sur chacun des fauteuils. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est qu'il y a bien une réalité de superposition d'états. Donc, il y a des équations qui régissent tout ça de façon très, très précise, d'ailleurs. Et donc, c'est bien un aspect, je dirais, de probabiliste, mais un aspect probabiliste qui est lié structurellement à l'état de la matière et qui n'est pas lié à notre ignorance que nous avons, je dirais, sur la position d'un objet à un instant donné, du fait que ben, on n'est pas en mesure de le localiser, on n'est pas en mesure d'en faire la valeur, de déterminer sa position. Alors, le point qui est important, c'est cette superposition d'états. Donc, on l'imagine par l'expérience du chat de Schrödinger. La difficulté que l'on a, c'est de se dire, ben, finalement, est-ce qu'on est capable de traduire ça, je dirais, à l'échelle macroscopique? Alors, ça fait l'objet effectivement d'une expérience de pensée qui a été imaginée par Schrödinger, qui disait globalement, donc une petite expérience de pensée, on a un animal, un chat en l'occurrence, qui est confiné. Alors, désolé pour le gros mot en ce moment, parce que le terme confiné a une connotation un peu compliquée en ce moment. Mais donc, prenons un chat qui est confiné dans une enceinte, et puis dans une enceinte close, et puis ben, considérons une particule qui est bien sûr à l'échelle microscopique, qui est radioactive. Mais du fait de cette particularité d'être en superposition d'états, elle est à la fois radioactive et pas radioactive. Et donc, on va essayer de traduire ça et de regarder ce qui se passe à l'échelle macroscopique et de dire, ben, on va mettre en place un mécanisme. Si la particule, elle est radioactive, eh bien, on va déclencher un système que vous voyez apparaître là. Ce système, c'est finalement bien, venir faire tomber un marteau sur une petite fiole qui contient un poison. Et donc, contenant ce poison que le chat va inhaler, ben, le pauvre chat va mourir. Oui, mais comme la particule n'est pas radioactive, eh bien, le système ne va pas se déclencher et puis le chat eh bien, va rester en vie. Donc, la difficulté que l'on a, c'est que si effectivement on essaye de faire une courroie de transmission au travers d'un système qui est représenté là, le passage du microscopique au macroscopique, eh bien, ça se traduirait par le fait que le chat serait à la fois mort et à la fois vivant, qui serait la résultante du fait que la particule qui est dans cette petite enceinte-là, elle soit à la fois radioactive et pas radioactive. Et donc, c'est une expérience de pensée qui a été un vrai sujet d'interrogation, de réflexion. Alors, en fait, bien sûr qu'on ne peut pas constater ça à l'échelle macroscopique, et la raison de ce constat impossible à réaliser, c'est tout simplement le fait du passage à l'échelle qui fait que les propriétés quantiques disparaissent au moment de ce passage à l'échelle. Et c'est un peu tant mieux, si je peux dire, parce que finalement, quand on regarde nous-mêmes comment nous sommes constitués en tant qu'être vivant, un être vivant, c'est constitué d'organes. Les organes, c'est des cellules. Les cellules, c'est des molécules. Les molécules, c'est des atomes. Et finalement, au fin fond de nous-mêmes, eh bien, nous sommes constitués de milliards de particules quantiques qui possèdent ces propriétés que j'évoquais, mais qui, pour autant, font que nous ne sommes pas, je dirais, à l'échelle macroscopique, nous n'avons pas, cette propriété d'être à la fois une onde et une particule et d'être à plusieurs endroits à la fois. On n'a jamais encore constaté. Voilà. Donc, la troisième particularité, je dirais, le troisième phénomène qui est extrêmement perturbant, peut-être tout aussi perturbant, voire plus que les autres phénomènes, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, et qui peut mettre en jeu deux ou plusieurs particules quantiques, et qui consiste finalement à dire que si on rapproche deux particules quantiques suffisamment
proches l'une de l'autre, hein, voilà, eh bien, supposons une particule A et une particule B, que je les rapproche suffisamment l'une de l'autre, elles vont s'échanger de l'information, elles vont s'échanger de l'énergie, et finalement, le système constitué ne va pas être, je dirais, l'assemblage de la particule A et de la particule B de façon isolée, mais ça va devenir un système intriqué composé de AB. Voilà, ça va devenir le système AB. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quel que soit, tant qu'on ne vient pas perturber ce système, eh bien, quelle que soit la distance qui finalement peut séparer la particule A de la particule B, on constate le phénomène suivant, c'est que si on vient perturber A, eh bien, simultanément, ça va venir perturber B, encore une fois, quelle que soit la distance qui les sépare. Alors, vous imaginez que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup troublé notamment Einstein, puisque vous savez que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde et que la simultanéité n'existe pas d'un point de vue tel qu'a évoqué la relativité restreinte. Et l'idée, c'est de dire, globalement, si deux particules sont séparées de 300 000 km, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait, voilà, s'il se passe quelque chose sur une des particules, il faudrait attendre une seconde pour qu'il y ait un retentissement sur la deuxième particule. Voilà. En fait, il n'en est rien. Donc, l'intrication, c'est bien un phénomène qui existe, qui a été mis en évidence d'ailleurs par un chercheur physicien dans les années 1980 à l'Institut suboptique, d'études optiques, qui s'appelle donc Alain Aspect, une expérience qui a permis effectivement de concrétiser ce troisième phénomène qui est extrêmement important et qui va nous permettre d'avoir une première application dans ce qu'on appelle, je dirais, la cryptographie quantique. Alors, tout ça, donc ce sont ces trois phénomènes qui vont nous permettre de bâtir cette nouvelle technologie. En revanche, il y a un point important qu'il faut mettre en évidence parce que c'est aujourd'hui un des sujets sur lesquels on travaille pour faire de cette informatique une informatique qui va être opérationnelle dans les années à venir. C'est un des problèmes que l'on rencontre, c'est ce qu'on appelle le phénomène de décohérence. C'est ce qui va faire que ces phénomènes que je viens d'illustrer là perdent leurs propriétés, notamment parce qu'on veut faire la mesure, notamment parce qu'il y a une perturbation. Et c'est ce qu'on appelle un phénomène de décohérence, c'est-à-dire qu'une particule qui pouvait se retrouver à plusieurs endroits à la fois, le fait, par exemple, de faire une mesure, le fait de venir la perturber, va faire en sorte que, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de réduction de paquets d'ondes. À un instant donné, donc au moment où va se produire cette décohérence, la particule va devenir une particule comme on a l'habitude de le constater à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire cette superposition d'états va disparaître. Et donc, toute la difficulté qu'on va avoir, et j'expliquerai ça un petit peu plus tard dans la présentation, c'est de garantir ce temps de cohérence, ce temps pendant lequel on va pouvoir profiter des propriétés quantiques que je viens d'évoquer. Alors, si je regarde maintenant l'histoire de l'ordinateur quantique, tout ce que je viens d'expliquer, ces phénomènes-là ont pris naissance, enfin tout au moins cette prise en compte, cette réflexion de ces phénomènes ont pris naissance, été pris en compte, je dirais, a pris naissance, excusez-moi, en 1905. Alors, ce qui est intéressant de constater d'un point de vue un peu étude des aspects un peu épistémologie des sciences, c'est que globalement, on pensait avoir tout résolu en physique à cette époque. Il restait quelques petits points de détail, et comme quoi, je dirais, souvent le diable se cache dans les détails, et notamment un des phénomènes qu'on n'arrivait pas à comprendre et que maintenant on arrive à comprendre du fait d'inclure, je dirais, la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour expliquer que voilà, on pensait avoir tout compris, mais il manquait juste un petit point de détail, et ce petit point de détail a donné naissance clairement à cette nouvelle physique contemporaine qui inclut notamment la mécanique quantique. Voilà. Donc beaucoup de débats, beaucoup d'écoles de pensée entre ces physiciens, parce qu'effectivement, c'était extrêmement déroutant, extrêmement difficile à appréhender d'évoquer tous les phénomènes que je viens d'illustrer. Et on va dire qu'en 1980, donc un physicien, prix Nobel de physique, qui était à la fois mathématicien et qui était aussi, je dirais, informaticien, a imaginé finalement l'application de toute cette mécanique quantique. Et c'est lui qui est un petit peu le père, je dirais, spirituel, ou le père qui pouvait imaginer l'application industrielle
de cette mécanique quantique et qui a donné naissance à l'ordinateur quantique. On va dire que c'est lui qui a imaginé ce que pourrait être un ordinateur dans lequel on pourrait faire profiter, je dirais, de ces phénomènes quantiques que je viens d'illustrer et que je vais évoquer dans les slides suivants. Et c'est en 1900. Alors, Richard Feynman avait dit quand même une phrase assez mémorable. Il avait dit, pour vous dire quand même la complexité dans laquelle on est, il avait dit une phrase un peu en substance comme ça. Il disait celui qui dit avoir compris la mécanique quantique, en fait, il n'a juste rien compris. C'est pour vous dire le niveau de complexité dans lequel on est. Ce que je vous ai raconté en termes de phénomènes, on peut imaginer que c'est une histoire que je vous raconte, mais la compréhension des phénomènes sous-jacents associés à ce que je viens d'évoquer, c'est loin d'être évident pour tout le monde. Ça ne l'était pas et ça l'est toujours pas, pour être très, très clair. Et donc, en 1984, une autre personne qui s'appelle Charles Bennett et une autre personne qui s'appelle Brassard, d'ailleurs, ont imaginé une application de l'intrication quantique. Et donc, je l'évoquerai un petit peu plus tard. Et cette application, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Et ce Charles Bennett que vous voyez apparaître, c'était un IBMer, quelqu'un qui travaillait dans les laboratoires d'IBM. Il est toujours chez nous, dans nos laboratoires. Et bien sûr, il travaille en tant que fellow, en tant que chercheur, sur tout ce qui concerne le quantique. Et c'est en 2016 que IBM a, au travers de ses laboratoires de recherche et au travers de ses physiciens, nous avons des physiciens dans nos laboratoires qui travaillent sur l'état de la matière, des gens qui sont d'ailleurs des prix Nobel, c'est en 2016 qu'on a imaginé, donc on a produit le premier processeur quantique. Et c'est là où on va rentrer dans les détails de ce que c'est que cette nouvelle informatique quantique et revenir sur les définitions de l'information binaire. Alors justement, cette information binaire, c'est Claude Shannon, je crois, qui avait dit que toute information peut être codée au travers de 0 et de 1. Alors on va même plus loin que ça, c'est que toute information peut effectivement être codée au travers de 0 et de 1. Et un programme informatique, ce n'est pas autre chose que une succession de 0 et de 1. Et un processeur est là pour exécuter, je dirais, un programme par la lecture de 0 et de 1 en manipulant des données qui sont elles-mêmes aussi des 0 et des 1. Ce n'est pas autre chose que ça. Et quels que soient les ordinateurs, aussi puissants soient-ils que nous avons à notre disposition, au niveau d'un processeur, aujourd'hui, ce n'est pas autre chose que de la manipulation de 0 et de 1, soit pour l'exécution d'un programme, soit pour la manipulation de ces données. Et finalement, quand on regarde ce que c'est que ces 0 et des 1, ça a donné naissance à une information binaire de base qu'on appelle le bit. Et une information binaire de base qu'on appelle le bit, c'est quelque chose qui vaut ou 0 ou 1 exclusivement à un instant donné. Et donc, finalement, c'est le résultat, c'est la résultante du fait qu'un courant passe ou un courant ne passe pas dans une jonction, dans un semi-conducteur, dans un transistor. Et en fait, ça se traduit par, si le courant passe, on va dire que ça vaut 1, si le courant ne passe pas, ça vaut 0. Et on a bâti toute une logique, toute une théorie autour de ça, qu'on appelle la logique booléenne. Et au travers de ça, on a imaginé des portes logiques qui ont permis de bâtir, d'associer les bits informatiques entre eux pour bâtir des fonctions de plus en plus complexes qui vont soit des fonctions tout simplement d'inversion de la valeur de 0 de 1, soit la mise en œuvre de ou de et ou de ou exclusif entre les différentes portes, qui font que globalement, on a bâti des fonctions de plus en plus complexes, des registres à décalage, des additionneurs, des multiplicateurs et des fonctions de plus en plus compliquées. Et je rappelle qu'aujourd'hui, même avec les ordinateurs les plus complexes, avec des algorithmes du type machine learning, intelligence artificielle ou tout ce que l'on veut, ce n'est pas autre chose que de l'exécution de 0 et de 1 au sein d'un processeur. Voilà. Alors, maintenant, si on passe dans le monde quantique, on va redéfinir cette information binaire de base. Et c'était tout le génie, je dirais, de Richard Feynman qui a dit, voilà, redéfinissons l'information binaire de base qui est le bit, avec une petite différence, si je peux dire, majeure, c'est que l'information binaire à un instant donné ne vaut plus ou 0 ou 1 exclusivement, mais elle vaudra 0 et 1 simultanément, tant qu'on ne va pas chercher à réaliser la mesure de ce bit, et qu'on appelle donc un qubit. Et finalement, ce qubit, ce n'est pas autre chose que
la résultante ou le résultat d'un comportement à l'échelle microscopique d'une particule qui peut par exemple être, dans le cadre des technologies du type supraconducteur, et j'y reviendrai, le fait d'être le reflet d'un électron qui est par exemple à la fois sur un atome et puis sur un autre atome, dès lors qu'effectivement les deux atomes sont suffisamment proches l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle une jonction Josephson, et c'est comme ça que l'on donne naissance à un qubit. Alors, il y a d'autres technologies que j'évoquerai tout à l'heure, mais c'est l'une des technologies qui permet effectivement de traduire sous forme d'une information binaire le comportement d'une particule qui jouit de propriétés ou de superposition d'états. Et partant de ça, eh bien, on donne naissance à une nouvelle information binaire, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est plus quelque chose qui vaut ou 0 ou 1 exclusivement à un instant donné, mais ça vaut les deux simultanément tant qu'on ne cherche pas à faire la mesure. Alors, ça veut dire quoi très concrètement, pardonnez-moi, ça veut dire que si je prends par exemple un mot constitué un registre de 10 bits, dans l'informatique traditionnelle, ça veut dire que eh bien, si je regarde le nombre de configurations possibles constituées de ces 10 bits, eh bien, si on fait un petit calcul, un petit peu, on voit comment ça se passe. Sur le premier bit, eh j'ai deux configurations possibles. Sur le deuxième, si je rajoute un deuxième bit, je vais me retrouver avec 4 configurations possibles, puisque je vais avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et puis 1, 1. Si je rajoute un troisième bit, je vais avoir 8 configurations. Et vous avez compris que le schéma, si j'ai n bits, si j'ai par exemple un registre de n bits, par exemple 10 bits, eh bien, le nombre de configurations possibles est de 2 puissance 10. À un instant donné, eh bien, si je prends un registre de 10 bits, j'ai une configuration parmi 2 puissance 10, c'est-à-dire parmi 1024. Ça, c'est dans l'informatique, je dirais, traditionnelle. Si maintenant je suis dans l'informatique quantique, puisque chaque qubit peut valoir 0 et 1 simultanément, ça veut dire qu'à un instant donné, j'ai 1024 configurations possibles au même moment, simultanément, tant que je ne cherche pas à regarder les configurations, enfin la configuration constituée de mes 10 bits. Si maintenant je rajoute un 11e bit, eh bien, je vais tout simplement multiplier par 2 le nombre de configurations possibles au même moment, c'est-à-dire 2024, je vais passer à 2048. Si je rajoute encore un autre qubit, je vais passer de 2048 à 4096. Et là, on se rend bien compte, on commence à sentir, à toucher du doigt le champ des possibles, le fait de rajouter un bit, en l'occurrence un qubit, eh bien, augmente, multiplie par 2 la configuration possible, configuration possible de 0 et de 1. Et rappelez-vous, comme un programme, c'est une succession de 0 et de 1, on a tendance à dire que finalement, quelque part, on multiplie en théorie un peu la puissance par 2, je dirais, des calculs possibles lorsque je rajoute effectivement un qubit. Et c'est ça qui va être intéressant à considérer avec une approche qui est une approche, telle que je le disais, de superposition d'états, et je vais l'évoquer dans le cadre d'un exemple qui va illustrer ça. Mais avant tout, je voudrais quand même évoquer donc, un certain monsieur David DiVincenzo, excusez-moi, avait imaginé, en partant de ça, comment on pouvait imaginer de créer un ordinateur quantique. Il a imaginé 5 critères. 5 critères minimaux que vous voyez apparaître ici. Déjà, il faut que ce soit un système physique évolutif avec des qubits qui soient bien caractérisés. Donc, pour bâtir un ordinateur, c'est ces 5 critères qu'il faut avoir. Le deuxième critère, c'est avoir la possibilité d'initialiser les qubits dans un état bien défini. Par exemple, sur 4 qubits, alors c'est une représentation un peu particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de pouvoir faire un reset, si je peux dire, des qubits, finalement de les déconnecter d'un état quantique pour partir d'un état un état connu au départ, un ensemble universel de portes quantiques opérant sur ces qubits. Et effectivement, nous avons bâti, à l'instar de ce que nous avons fait avec l'informatique traditionnelle, nous avons bâti des nouvelles portes qu'on appelle des portes quantiques qui vont permettre d'associer les qubits les uns avec les autres et de pouvoir réaliser des phénomènes de superposition d'états et d'intrication, de corrélation entre les qubits. Et ce fameux temps de cohérence pour le 4e critère que je disais tout à l'heure,
qui soit plus long que le temps de traitement de la porte quantique. Et puis, bien sûr, eh bien, de pouvoir réaliser la mesure de la valeur du qubit ou du système de qubits constitué qu'on appelle un registre, sachant que ce qui est important de considérer, c'est qu'à partir du moment où on va faire la mesure qui va être finalement quelque part le résultat de notre algorithme que l'on va implémenter, eh bien, on perd le temps de cohérence et donc ça veut dire qu'il va falloir réinitialiser le système pour pouvoir refaire du calcul par la suite. Alors, différentes technologies quantiques, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais je crois que c'était une question qui avait été évoquée au préalable, je dirais, de ce séminaire. Alors, plusieurs technologies avec quand même, je dirais, un cahier des charges qui est assez rigoureux, si je peux dire, assez important. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un isolement des qubits de leur environnement pour éviter ces phénomènes de décohérence, tel que je l'évoquais, mais aussi la possibilité de pouvoir, quand on le veut, bien sûr, les faire interagir fortement entre eux, de créer des corrélations, ce qu'on appelle des intrications entre eux, pour exploiter le parallélisme quantique et permettre effectivement de réaliser des nouveaux algorithmes. Donc, et il faut que ça soit fait de façon, il faut que cette interaction soit voulue et ne soit pas, je dirais, parasitée. Il ne faut pas que ce soit des choses il ne faut pas que ce soit des phénomènes d'interférence, des phénomènes de diaphonie, si je peux dire, qui soient non voulus. Alors, plusieurs types de qubits à ce jour. Les premiers qu'on appelle des qubits à ions piégés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ce n'est vraiment pas l'objectif, mais l'idée, c'est de se dire que eh bien, si on prend des objets qui sont quelque part, bien sûr, à chaque fois isolés de l'environnement extérieur, qui sont chargés avec une certaine charge positive ou négative, quelque part, et que l'on soumet ça à un champ électrique, eh bien, globalement, ça devient une sorte d'aimant, si je peux dire, mais avec une propriété quantique extrêmement intéressante, c'est que effectivement, ces aimants possèdent deux orientations possibles au même moment. Et donc, c'est cette exploitation de ce phénomène je dirais, de deux orientations possibles au même moment, donc ce phénomène de superposition d'états que l'on va chercher à exploiter pour définir un qubit. Alors, le temps de cohérence est relativement long. Alors, vous allez peut-être sourire, de l'ordre de la seconde. Vous voyez, donc on est vraiment en train de travailler sur l'augmentation de ce temps de cohérence qui est un vrai sujet de technologie actuellement. Et donc, ça veut dire que quand on met en œuvre des ordinateurs avec un temps de cohérence, avec ces technologies-là, eh bien, en moyenne, on a une seconde pour faire le traitement avant que statistiquement, eh bien, le système tombe en décohérence. Voilà. Mais des problématiques d'intégration à grande échelle. Ensuite, donc, il y a des qubits à atomes froids. Donc là, ce ne sont pas des ions piégés, donc ce sont des atomes neutres. Et donc là, on va par un procédé, je dirais, qui sont en agitation thermodynamique, hein, et par un procédé mettant en œuvre des lasers, on va chercher à neutraliser leur énergie. Et en fin de compte, les molécules qui vont se constituer, des températures qui vont être extrêmement froides, vont avoir des propriétés de superposition d'énergie. Voilà, des énergies je dirais, correspondantes. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'entrer dans les détails de faire de la physique, mais c'est cette superposition d'énergie qu'on va chercher à exploiter pour pouvoir en dégager donc ce fameux qubit. La troisième technologie qui est utilisée, c'est celle que IBM utilise, c'est la jonction qu'on appelle la jonction Josephson. Et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. En fin de compte, c'est imaginez que vous prenez deux atomes et que vous les rapprochez suffisamment l'un de l'autre. On peut les considérer comme étant, je dirais, deux électrodes supraconductrices très proches l'une de l'autre, séparées par un isolant électrique. Et bien, il va se former, je dirais, une sorte de couple d'électrons qui vont à la fois se retrouver sur l'atome de gauche, par exemple, et sur l'atome de droite simultanément. Une sorte d'oscillateur quantique qui va se mettre en œuvre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une jonction Josephson. Et donc ce passage de paires d'électrons qu'on appelle des paires de Cooper et qui vont être sur les deux atomes à la fois, c'est effectivement au travers de l'effet tunnel. Voilà. Et donc cette espèce d'oscillateur, eh bien, c'est ça que l'on va traduire pour définir un qubit et qui est utilisé aujourd'hui. Alors, vous voyez que le temps de cohérence est de l'ordre de 100 microsecondes, mais nous sommes en train de travailler, bien sûr, pour tous ceux qui utilisent ces technologies-là, pour essayer d'améliorer, bien sûr, ce temps de cohérence. Alors, c'est un point important parce que ça fait partie d'une des composantes, un des leviers sur lesquels nous travaillons, j'y reviendrai tout à l'heure,
pour faire de cette informatique l'informatique de demain qui devrait nous permettre d'obtenir des performances en termes de puissance de calcul, je dirais, et de réduction de temps de traitement qui dépasserait les ordinateurs classiques d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous voyez, quand on regarde un petit peu la technologie, quand on ouvre effectivement donc je dirais, une espèce de ballon d'eau chaude, hein, si je peux dire comme ça, mais plongé dans une température qui n'est pas si chaude que ça parce que c'est plongé dans une température proche du zéro absolu, hein, dans une technologie du type supraconducteur. Donc, vous voyez apparaître un chandelier. Le processeur se trouve tout en bas. Et quand on regarde un petit peu comment c'est fait, un processeur, eh bien, vous voyez, c'est une sorte de chip hein, qui est vraiment tout petit, hein, voilà, un petit chip de quelques millimètres carrés. Et vous voyez apparaître ici, effectivement, les qubits, ces fameuses jonctions, et vous voyez apparaître des espèces de circonvolutions qui sont des espèces de résonateurs qui permettent effectivement d'associer, de pouvoir coupler les qubits les uns avec les autres pour pouvoir effectivement réaliser des fonctions complexes entre les différents qubits. Alors, quand on regarde un petit peu l'évolution, donc là, je suis en train de vous parler un peu de technologie. Quand on regarde un petit peu l'évolution depuis la naissance du premier processeur, donc vous voyez apparaître, là, donc je suis en train de parler d'IBM. Il y a d'autres, bien sûr, technologies qui avancent aussi. Aujourd'hui, en 2021, on a des machines qui sont à 127 qubits. Vous voyez qu'on a un passage à l'échelle. Là, en 2022, on va plus que doubler le nombre de qubits au niveau de chacun des processeurs. Et puis en 2023, vous voyez, on va même dépasser le millier de qubits avec, je dirais, le fait de monter au-delà des processeurs dans, je dirais, l'environnement de développement qui vont nous permettre de développer des nouveaux algorithmes et pour adresser, je dirais, plusieurs domaines comme par exemple la finance, comme par exemple le life science, j'y reviendrai, beaucoup d'applications, le machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez apparaître de façon progressive, je dirais, une sorte de roadmap, hein, une sorte je dirais, de ramp-up progressif pour, je dirais, dans les années à venir, on va dire, allez, c'est aussi une autre question qui avait été évoquée par une personne. On peut imaginer que d'ici peut-être 5 ans, 4, 5 ans, 6 ans, peut-être, on va dire peut-être dans moins de 10 ans, on pourra avoir une véritable application opérationnelle en production, maintenable, qui pourra fonctionner sur un ordinateur quantique et qui pourra être utilisé, pourquoi pas, par les actuaires, dans le domaine de la finance, etc. Et j'évoquerai tout à l'heure les applications, le type d'applications qui sont éligibles à être implémentées sur un ordinateur. Mais vous voyez qu'il y a encore un peu de travail là-dessus, à la fois du fait d'augmenter le nombre de qubits, et puis, je l'ai évoqué, ce fameux temps de cohérence qu'il faut avoir le plus long possible et durant lequel on va pouvoir exécuter ces algorithmes, et puis tout un ensemble d'autres critères qui vont permettre d'améliorer ce qu'on appelle la qualité du qubit. Ça ne sert à rien d'avoir des processeurs avec beaucoup de qubits si effectivement on n'est pas capable d'en faire grand-chose, du fait que les temps de cohérence sont très faibles, le fait qu'il y ait beaucoup de problèmes de diaphonie entre les qubits non souhaités, je dirais, le fait qu'il y a des erreurs de port, des erreurs de mesure, etc. etc. Et donc tout ça nous a amené à définir, nous chez IBM, ce qu'on appelle le quantum volume, avec l'idée, effectivement, c'est une sorte de métrique qui nous permet de mesurer d'année en année la qualité, l'amélioration de la qualité de chacun des qubits, et ce qui est effectivement une notion extrêmement, des processeurs, pardon, et c'est un point important parce que ça nous permet de voir comment nous maîtrisons d'année en année la qualité des qubits pour faire en sorte que ça se traduise par une puissance effective opérationnelle au profit des applications qui peuvent être réalisées. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait un peu de technologie, on revient sur à quoi ça va servir. Donc, vous voyez un petit peu la genèse, hein, de quoi on est parti. On a défini une nouvelle information binaire qu'on appelle un qubit. On a des processeurs avec ces différents qubits. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 qubits. Dans 2 ans, on aura dépassé les 1000 qubits. Tout ça pour faire quoi? Alors, vous voyez, une application qui permet d'illustrer un petit peu tout ça. Imaginez que vous ayez un labyrinthe devant vous
Et puis l'objectif, effectivement, ben, c'est d'écrire un algorithme qui va nous permettre de trouver la solution, la sortie de ce labyrinthe. Alors, en fait, écrire un algorithme qui permet de résoudre un problème de labyrinthe, en termes purement je dirais de difficulté, il n'y a aucune difficulté, c'est très facile à écrire. En revanche, le temps de calcul pour pouvoir trouver la sortie dépend effectivement du nombre de chemins, le nombre de nœuds, bien sûr avec des nœuds qui aboutissent, enfin des chemins qui aboutissent à rien, à des impasses, et on se rend bien compte que la complexité au sens du temps de calcul, je ne parle même pas de l'espace mémoire nécessaire pour réaliser le traitement, mais simplement le temps de calcul dépend exponentiellement de tous ces paramètres-là qui sont le nombre d'embranchements, le nombre de chemins, etc. Et donc, lorsqu'on veut exécuter un algorithme, je dirais avec la technologie actuelle, pour résoudre ce type de problème-là, le temps de calcul devient juste prohibitif en fonction du nombre de paramètres que j'ai indiqués précédemment. Alors, avec l'informatique quantique, comment ça va se passer? Donc, je vais illustrer ça au travers d'une toute petite vidéo de quelques secondes. Ça va se passer de la façon suivante. Ça va être comme une sorte de diffusion, je dirais, de tous les chemins possibles en parallèle. Et on voit apparaître cette notion de parallélisme, ce parallélisme que j'évoquais tout à l'heure, le parallélisme quantique. C'est un petit peu comme si finalement vous déversiez de l'eau au-dessus et puis que l'eau se diffuse dans l'ensemble de tous les chemins. Alors pourquoi on peut dire ça? Pourquoi effectivement c'est ça, je dirais, qui est le paradigme qui est en train, le paradigme qui est en train de naître du fait de cette informatique quantique? Pourquoi c'est ça qui se passe? Eh bien, pour la raison suivante. Quand on écrit un programme informatique, généralement c'est une suite d'instructions, et puis à un moment donné, il y a un test à réaliser, une certaine condition à vérifier. Si telle condition est vérifiée, alors je fais ci. Sinon, je fais autre chose. Typiquement, si je suis par exemple à la croisée des chemins, je vais avoir un certain test pour me dire est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite. Mais si je vais à gauche, je ne vais pas à droite. C'est ou l'un ou l'autre exclusivement. Et donc là, vous commencez à me sentir venir, si je peux dire, avec l'informatique quantique, si je suis capable d'exploiter ce parallélisme quantique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et que j'écris les algorithmes en conséquence, avec cette approche, je dirais, algorithmique correspondante, ça veut dire que lorsque je vais réaliser un test, je vais pouvoir parcourir simultanément dans le cas d'un arbre, je vais pouvoir exécuter les deux branches de mon arbre issues du test. C'est-à-dire que finalement, je vais parcourir toutes les ramifications possibles qui peuvent naître d'un nœud de mon arbre, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc là, c'est là où naît ce fameux parallélisme quantique. Alors, de ce fait, si on essaie d'imaginer finalement les autres applications qui peuvent en découler, et là, encore une fois, c'est au travers de paradigmes, et je suis persuadé que dans le cadre de votre activité en tant qu'actuaire, forcément, ça va résonner, je dirais, si vous faites du développement algorithmique, si vous regardez, je dirais, un peu les algorithmes qui sont mis en œuvre à partir d'outils mathématiques, très clairement, on se rend bien compte qu'à partir du moment où il y aura beaucoup de paramètres à considérer, et il y a beaucoup de paramètres à considérer très souvent, notamment dans le métier d'actuaire, voilà, mais il n'y a pas que, voilà, dans beaucoup de situations aussi, le fait de devoir considérer l'ensemble de tous ces paramètres-là, qui chacun peuvent avoir une influence effectivement sur le résultat obtenu, on se rend bien compte qu'on se retrouve avec une problématique d'explosion combinatoire, ou qu'on appelle aussi, je dirais, la malédiction de la dimensionnalité. Alors, globalement, les applications qui peuvent en découler, c'est typiquement les problématiques du type voyageur de commerce. Et donc là, on se rend bien compte, l'idée du voyageur de commerce, c'est je veux parcourir N villes, je vais visiter N personnes, chacun dans N villes, je vais toutes les visiter, mais qu'une seule fois. Quel va être le chemin optimal à partir d'une fonction objective, à partir d'une fonction coût que j'aurai déterminée. Et là, on se rend bien compte que si j'ai N villes à parcourir, je dirais, si j'utilise un algorithme, je dirais naïf, je dirais,
brut, si je peux dire, le plus naïf, eh bien, en termes de complexité exponentielle, de complexité algorithmique, je me retrouve avec une complexité du type en factoriel n, ce qui est juste le pire des scénarios, quoi, hein, d'accord, ou un des pires des scénarios. Et donc là, on se rend bien compte que c'est compliqué avec l'informatique traditionnelle de pouvoir résoudre ce type de problème. Et là, on se rend bien compte, on sent bien, et c'est d'ailleurs un certain nombre de projets qui sont en train d'être réalisés autour de cette problématique-là. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec une équipe d'étudiants sur ces sujets-là. On se rend bien compte que là, il y a un potentiel d'amélioration des performances au travers de l'informatique quantique, du fait, je dirais, de parcourir quelque part l'ensemble de tous les chemins possibles et puis finalement de déterminer quel va être le chemin qui va me permettre d'être en deçà d'un certain coût, par exemple, ou au-delà, je dirais, d'une certaine valeur si je veux maximiser, par exemple, un gain. Donc là, on se rend bien compte que là, on va certainement obtenir des performances bien meilleures qu'avec une informatique traditionnelle. Alors, l'autre enjeu type, c'est l'enjeu par exemple, pour vous illustrer ça, bien sûr, il y a beaucoup d'autres cas, des cas d'exemple, c'est le problème du sac à dos. Globalement, j'ai un sac à dos qui ne peut pas supporter plus de 15 kilos, par exemple, et puis je dois mettre dans ce sac à dos un certain nombre d'objets. Chaque objet pèse un certain poids, et puis a une certaine valeur marchande. Le problème, c'est comment mettre dans mon sac à dos, emporter dans mon sac à dos le plus de valeur marchande et bien entendu sans dépasser le poids maximum autorisé. Et bien entendu, chaque objet peut, les poids entre chaque objet peuvent être différents et les valeurs marchandes entre chaque objet, bien sûr, peuvent être différentes. Donc, là, c'est un problème aussi d'une grande complexité en termes de complexité algorithmique, qui d'ailleurs s'associe assez souvent lorsqu'on a des problématiques de fret, par exemple, de supply chain, peuvent très bien s'associer, peuvent très bien se combiner avec le problème du voyageur de commerce, et vous voyez bien la difficulté. L'autre sujet qui vous parle certainement aussi, peut-être plus pour vous dans le cadre de votre activité, c'est les enjeux type Monte-Carlo, où donc globalement, là, on ne va pas rentrer dans les détails des techniques Monte-Carlo, mais lorsque l'on va chercher je dirais, à estimer un certain nombre de paramètres, et bien là, on se retrouve, je dirais, à utiliser dans un certain nombre de cas, dans beaucoup de cas, notamment lorsqu'on veut, par exemple, eh bien, faire une analyse de risque, une gestion de portefeuille, lorsqu'on veut faire, par exemple, du pricing ou autre, eh bien, globalement, on utilise des techniques de Monte-Carlo pour pouvoir déterminer l'estimation de ce paramètre-là. Bon, globalement, une estimation, c'est un calcul d'intégrale et l'objectif, effectivement, par une méthode statistique, c'est de calculer la surface sous cette courbe-là, représentée en dimension 2. Et on a une technique pour ça, le Monte-Carlo. Alors, il se trouve qu'avec le quantique, il y a un véritable champ d'investigation extrêmement intéressant là-dessus, notamment parce que eh bien, un qubit, c'est finalement quelque chose, si on regarde un petit peu plus en détail, je disais que c'est quelque chose qui, tant qu'on ne l'observe pas, vaut 0 et 1, et quelque part, vaut 0 et 1 et toutes les valeurs entre 0 et 1, tant qu'on ne cherche pas à l'observer. Donc, quelque part, le qubit est un parfait représentant finalement d'une loi uniforme sur 0 et 1. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si les qubits sont indépendants les uns des autres, on est capable de constituer un vecteur aléatoire où chaque composante est indépendante l'une de l'autre, ce qu'on a beaucoup de mal à réaliser aujourd'hui. Et je rappelle d'ailleurs que lorsqu'on utilise des générateurs de nombres aléatoires aujourd'hui pour pouvoir implémenter des techniques de Monte-Carlo, ce ne sont pas des vrais générateurs de nombres aléatoires, ce sont des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, parce que très souvent apparaissent un certain nombre de périodes qui viennent effectivement apporter des biais sur la qualité du générateur. Donc voilà un autre point extrêmement intéressant dans les perspectives de développement et d'évolution. Alors, d'autres paradigmes, le problème du coloriage de graphes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez peut-être certainement, je vous donnerai la présentation, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Et l'autre sujet aussi qui est extrêmement intéressant et qui illustre finalement ce que je disais, qui généralise ce que je disais au niveau par exemple, du labyrinthe, eh bien, vous avez une équation logique. Finalement, chaque variable peut valoir 0 ou 1. Vous avez un certain nombre de connecteurs entre les variables qui peuvent être des ou, par exemple, ou des et,
ou des connecteurs unaires. Par exemple, ça c'est un non A, par exemple. Mais chaque variable peut valoir que 0 ou 1. Et l'idée, c'est quelles doivent être la valeur de chacune des variables pour que cette équation-là soit vraie. Voilà. Et bien là, on se rend compte que la complexité, encore une fois, en termes de temps de calcul, la complexité algorithmique, elle est extrêmement importante. Et vous voyez apparaître qu'à chaque fois, c'est des 2 puissance quelque chose qui apparaissent ici. Et c'est extrêmement consommateur. Et là, vous avez le parfait, je dirais, candidat à pouvoir être implémenté sur un ordinateur quantique, puisque là, c'est vraiment c'est le bon exemple type de l'usage qui peut en être fait. Et donc, les applications, c'est tout ce qui concerne les aspects notamment de planification. Alors, autre chose aussi, globalement, aujourd'hui, quand on est, quelles que soient les industries, et certainement et forcément dans la vôtre, quand on développe des techniques de data science et d'intelligence artificielle qui reposent principalement sur le traitement massif des données, globalement, et finalement, l'objectif étant d'exploiter les propriétés statistiques des données qu'on manipule, on cherche à faire de l'optimisation, on cherche à faire de la planification, de l'ordonnancement, on cherche effectivement à déterminer, à faire du pricing, l'allocation de ressources. Là, c'est un point important, finalement, c'est ce qu'on appelle l'amélioration de l'efficience opérationnelle. C'est est-ce que je peux améliorer mon efficacité? Est-ce que je peux baisser mes coûts? Est-ce que je peux améliorer ma productivité? Et donc là, à chaque fois, lorsqu'on doit traiter chacun de ces problèmes, qui peuvent d'ailleurs se conjuguer l'un avec l'autre dans une entreprise, on est confronté au fait qu'il faille manipuler beaucoup de paramètres et pouvoir prendre une stratégie, pouvoir prendre une décision nécessite effectivement de regarder tous les scénarios possibles qui dépendent de l'ensemble de tous les paramètres qui jouent sur le modèle que l'on a décrit. Et c'est là où, encore une fois, regarder l'ensemble de tous les paramètres possibles, généralement, fait que, eh bien, on se retrouve dans cette fameuse explosion combinatoire ou malédiction de la dimensionnalité. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder au cas par cas chacun des paramètres, regarder l'influence, regarder le coût associé, la fonction objectif associée, regarder si on atteint un optimum ou pas. Et généralement, eh bien, les performances en termes de temps de calcul ne sont pas au rendez-vous. Et là, c'est dans tous ces domaines-là, quand on va mettre en œuvre, déployer des algorithmes qui vont qui vont travailler sur cette problématique de recensement, je dirais, du nombre de scénarios en fonction du nombre de paramètres, et bien là, on a effectivement les algorithmes, ce type d'algorithmes vont être totalement éligibles à être implémentés sur un ordinateur. Alors, je rappelle aussi, quand on fait du machine learning, le machine learning, ce n'est pas autre chose qu'un problème d'optimisation. Et donc, les techniques qui permettent effectivement d'améliorer, je dirais, les performances d'algorithmes basés sur les techniques de machine learning, qui consistent tout simplement à réduire une erreur quadratique entre la valeur obtenue par le système et la valeur que l'on souhaite que le système donne. Cette minimisation de l'erreur se fait par des systèmes de rétropropagation pour jouer sur un certain nombre de paramètres du modèle que l'on décrit. Et là, eh bien, effectivement, les techniques quantiques vont nous permettre d'adresser ce genre de choses. Je reviendrai, je reviendrai quelques minutes tout à l'heure pour évoquer ce qu'on appelle effectivement le quantum machine learning qui adresse ce type de problème. Alors, les applications éligibles par industrie, on les retrouve partout. Dans la banque, bien sûr. Beaucoup de banques, beaucoup d'assurances sont aujourd'hui intéressées par l'apport de cette nouvelle technologie. Encore une fois, qui est une technologie en devenir, mais d'ores et déjà, un certain nombre de grandes institutions bancaires travaillent avec nous pour s'approprier de ces concepts, de comprendre effectivement la portée de cette nouvelle technologie et de s'approprier des algorithmes, enfin, de comprendre comment mettre en œuvre cet algorithme, exploiter ce parallélisme quantique pour regarder par rapport au cas d'usage, par rapport aux applications, quelles peuvent être celles qui seraient éligibles à cette informatique quantique. Bon, beaucoup de choses aussi au niveau de l'énergie, transport, télécom. J'ai parlé tout à l'heure du problème du voyageur de commerce. J'ai parlé effectivement du problème de sac à dos. C'est des problèmes qui, je dirais, qui sont des cas d'école, là, bien sûr, mais qui traduisent, je dirais, par rapport à des cas d'usage. On retrouve ça beaucoup dans les aspects de supply chain, d'allocation de ressources, de logistique, etc.
beaucoup de choses aussi au niveau de la santé, en ce qui concerne effectivement la génétique, et puis la sécurité. J'y reviendrai justement sur la sécurité un petit peu plus tard. Alors, juste pour illustrer aussi un point important, mais qui est complètement anecdotique dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, mais qui est quand même intéressante à juste évoquer en deux mots. C'est ce qu'on appelle la simulation quantique. Et ça, c'est une idée de Richard Feynman qui avait dit, finalement, lorsqu'on cherche à développer une nouvelle molécule qui repose principalement sur des fondements de quantique, de phénomènes quantiques, aujourd'hui, à l'époque, on ne savait pas bien le faire. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On ne sait pas bien le faire par des méthodes traditionnelles. Et bien, finalement, laissons faire un ordinateur quantique pour peu qu'on ait bien écrit un algorithme approprié. C'est ce qu'on appelle l'implémentation d'un Hamiltonien. Bon, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bien, finalement, laissons la machine elle-même résoudre le problème quantique. Et en fait, ça marche très, très bien. Et vous voyez apparaître ici le fait qu'on a pu, au travers d'une expérimentation qui a fait l'objet d'un papier, d'une publication, on a pu déterminer donc une molécule constituée de lithium et d'hydrogène avec les énergies de liaison qui étaient fort intéressantes par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir si on n'avait pas utilisé un ordinateur quantique pour pouvoir le faire. Voilà. Donc là, c'est alors beaucoup d'applications et vous voyez bien qu'en ce moment, avec ces recherches de nouvelles molécules, notamment dans le domaine de la santé, etc., ou de développement de nouveaux matériaux, eh bien, il y a énormément à faire là-dessus. Alors, je vais faire un tout petit peu d'incursion mathématique, mais ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas bien loin. Si maintenant, j'essaye de traduire ça d'un point de vue un peu mathématique et algorithmique, parce que là, il faut faire un peu d'algorithme maintenant. Finalement, ce qui est intéressant, je voudrais faire une parenthèse, ces phénomènes que j'évoquais tout à l'heure de superposition d'états, d'un point de vue, je dirais, par rapport à la réalité qui nous entoure, par rapport à notre échelle macroscopique, on a beaucoup de mal à comprendre, à se représenter ce que ça veut dire. En revanche, ce qui est absolument magique, c'est que dès lors qu'on a le bagage mathématique qui va bien et qu'on utilise les espaces appropriés qui vont bien, les objets qui vont bien, eh bien, tout devient facile dès lors que l'on switch, dès lors que l'on passe dans le monde mathématique. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un qubit? Je rappelle, c'est la traduction quand même d'un point de vue intuitif. C'est un représentant d'une particule quantique qui est en superposition d'états. Et mathématiquement, ce n'est pas autre chose qu'un point dans un espace vectoriel en dimension 2, sur le corps des complexes. Alors, et cet espace vectoriel, c'est un espace vectoriel normé, complet, muni d'un produit scalaire qu'on appelle un espace de Hilbert. Voilà. Et ce n'est pas autre chose que ça. Et partant de ça, eh bien, on se retrouve à être dans un espace de Hilbert qui est effectivement initialement un espace abstrait, mais on a avec nous tout le dispositif mathématique, toute la boîte à outils mathématique pour pouvoir manipuler ces objets, manipuler ces points qui sont comme je disais, dans des espaces de Hilbert de dimension 2 sur le corps des complexes. C'est un espace projectif pour ceux que ça peut intéresser, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et globalement, finalement, partant de ça, c'est un point qui oscille entre 0 et 1. Alors 0 et 1, vous voyez, on va déterminer une base, comme tout espace vectoriel dans un espace de dimension 2, on va définir une base canonique. Alors, qui a une représentation un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, si on le représente habituellement comme on a l'habitude de le faire, eh bien, la base canonique, elle aura une représentation sous forme 1, 0 et 0, 1. Voilà. Mais on le représente par la notation dite notation de Dirac, qu'on appelle le ket de 0, qui vaut effectivement 1, 0, et puis le ket de 1 qui vaut 0, 1. Alors, pourquoi il y a une notation un petit peu de Dirac? C'est tout simplement parce qu'on manipule beaucoup de produits scalaires et que vous voyez apparaître qu'effectivement, qu'on manipule beaucoup de produits scalaires et que généralement, la notation d'un produit scalaire entre deux vecteurs, ça se traduit, c'est réalisé entre deux chevrons, entre deux quêtes. Donc, le inférieur A et puis le B supérieur, eh bien, on représente le vecteur, une représentation vectorielle qui est effectivement quête de 0. Donc, ça se prononce quête de 0. Alors, en superposition d'états, le qubit tel que je l'ai évoqué, finalement, eh bien, c'est quête de psi qui vaut, voilà, on a une représentation vectorielle habituelle, il vaut alpha quête de 0 plus bêta quête de 1. Et effectivement, alpha et bêta étant les composantes complexes,
dans la base canonique représentée par quête de 0 et quête de 1. Alors, effectivement, le alpha, ça correspond d'un point de vue physique à ce qu'on appelle l'amplitude de probabilité d'être dans l'état 0, et puis respectivement, bêta, l'amplitude de probabilité de valoir 1. Alors, c'est une amplitude de probabilité, je rappelle que c'est un complexe, d'accord, et en fin de compte, la probabilité de valoir 0, d'être dans l'état quête de 0 au moment où je l'observe, là, pour le coup, va valoir alpha au carré. Et on a une relation extrêmement importante qu'on appelle la règle de Born, qui fait que alpha 2 plus bêta 2 est égal à 1. Donc, lors de l'observation ou mesure de ce qubit, sa valeur, effectivement, va se projeter sur quête de 0 ou quête de 1. Donc, cette notion de projection, de réduction de paquets d'ondes, etc., pour ceux qui ont l'habitude un peu de manipuler ces concepts de la mécanique quantique, etc., eh bien, voilà, c'est ça. Ça correspond finalement, le quête de 0 et le quête de 1 représentent les valeurs, les vecteurs propres associés, je dirais, aux valeurs propres correspondantes alpha et bêta. Et on a, qui sont respectivement les amplitudes de probabilité d'être dans l'état quête de 0 ou quête de 1. Et puis la relation de Born qui est alpha 2 plus bêta 2 est égale à 1. Et quand on a donc un système composé de n qubits, eh bien finalement, ça veut dire qu'on va se retrouver dans un espace produit qu'on appelle l'espace tensoriel, qui va être un peu le produit cartésien de l'ensemble de toutes les configurations possibles réalisées par chacun de ces qubits. Et finalement, si j'ai n qubits, eh bien le produit, l'espace vectoriel produit qui en découlera, ce sera un espace vectoriel de dimension 2 puissance 7. Voilà. Et donc, on a l'outil mathématique du produit tensoriel que nous avons à notre disposition pour manipuler effectivement les qubits les uns avec les autres et de réaliser des fonctions, notamment de corrélation, d'intrication entre chacun des qubits. Voilà. Voilà, je voulais évoquer un petit peu ça d'un point de vue théorique. Alors, on aime bien effectivement avoir une représentation algébrique ou analytique des choses, mais on aime bien aussi avoir une représentation, je dirais, géométrique de ce que c'est qu'un qubit. Alors, si on se fait une représentation géométrique, et donc on appelle ça la sphère de Bloch, donc là, c'est juste la transformation qui nous permet de passer d'une représentation algébrique à une représentation géométrique. Et bien finalement, et c'est forcément pas très intuitif, je dirais même un peu contre-intuitif, mais ça donne géométriquement une idée de ce qui se passe. Et bien finalement, tant qu'on n'observe pas un qubit, vous voyez ici apparaître le quête de 0 et le quête de 1, qui est une sorte de la base canonique. Et bien un qubit, tant qu'on ne cherche pas à l'observer, et bien c'est quelque chose qui évolue sur la sphère de révolution de rayon 1, qui évolue sur la sphère de révolution de rayon 1. Et ça veut dire qu'à un instant donné, tant qu'on ne l'observe pas, eh bien, le qubit, il est partout sur cette sphère. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, et lorsque l'on va chercher, je dirais, à associer plusieurs qubits les uns avec les autres, eh bien, ça va nous permettre effectivement d'avoir cette représentation, je dirais, géométrique qui est extrêmement intéressante. Alors, plusieurs portes. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de rentrer dans les détails là. Plusieurs portes ont été imaginées qui ne sont pas autre chose que des transformations linéaires de ces qubits, de ce qubit quand ce sont des portes unaires ou même des portes, je dirais, NR, je dirais, qui ne sont pas autre chose que des transformations linéaires qui vont s'appliquer sur ces qubits dans un espace vectoriel classique. Ce n'est pas autre chose que ça, avec la propriété que ce sont des portes réversibles, avec une propriété extrêmement intéressante, c'est que MM étoile, MM étoile, c'est la matrice qui est à la fois transposée de la matrice conjuguée, c'est égal à l'identité. Et voilà, on a notre bagage pour, je dirais, développer des nouveaux algorithmes qui vont nous permettre, je dirais, de profiter de cette superposition d'états pour améliorer les performances et faire en sorte que les algorithmes qui sont, je dirais, de complexité, je dirais, on va dire, exponentielle, vont se réduire et tendre, on va chercher à améliorer pour faire en sorte que ça permette effectivement d'avoir des algorithmes avec une complexité qui tendent à une complexité de type polynomial. C'est quand même ça un petit peu l'objectif, avec
minimisant bien sûr les erreurs obtenues sur les résultats. Et donc, plusieurs portes existent déjà, vous voyez, et en fait, une des portes, je voudrais juste évoquer deux portes qui sont extrêmement importantes. La première porte qu'on appelle la porte d'Adamar, qui permet de générer la superposition d'états, et qui fait que, vous voyez, à partir d'un quête de zéro, tout simplement, eh bien, ce qui va en résulter de l'application de cette matrice, ben, c'est tout simplement le fait qu'on va se retrouver en sortie de cette porte. Imaginez une boîte noire. En entrée, vous avez un qubit qui vaut 0. Et en sortie, ben, vous allez avoir un qubit qui va être en superposition d'états, qui va valoir 0 et 1 simultanément tant qu'on ne l'observe pas, avec une probabilité, avec une amplitude de probabilité de 1 sur racine de 2. Vous voyez le 1 sur racine de 2 qui est en facteur. Et puis, bien sûr, la probabilité de valoir 0 ou de valoir 1 est égale au carré de cette amplitude de probabilité, c'est-à-dire 1 demi. Et on a bien sûr 1 demi plus 1 demi qui vaut 1. Et si on a, je dirais, initialement, non pas quête de 0, mais quête de 1, donc initialement le qubit valait 1, eh bien j'ai quasiment à peu près la même chose avec un signe moins qui apparaît. Donc, une des premières portes que l'on a à notre disposition dans un outil de développement autour de la machine quantique, eh bien c'est la porte qui va nous permettre de faire effectivement de la superposition d'états. L'autre porte qui est extrêmement importante, c'est une porte qui va associer deux qubits cette fois-ci, parce que la première porte permet d'associer un seul qubit, de créer cette superposition d'états pour un qubit. Là, je vais associer deux qubits et qui va faire que le résultat en sortie du deuxième qubit va dépendre finalement de la valeur en entrée du premier qubit. Et globalement, c'est la chose suivante. Eh bien, si la valeur de l'entrée du premier qubit vaut 0, eh bien, finalement, le deuxième qubit, il n'y a pas d'effet sur le deuxième qubit. Et si effectivement le premier qubit qu'on appelle un qubit de commande vaut 1, eh bien, on va juste inverser le deuxième qubit, c'est-à-dire que si le deuxième qubit valait 1 en entrée, ça vaudra 0, et s'il valait 0, ça valait 1. Et donc, c'est une façon de pouvoir réaliser, je dirais, l'association, la corrélation entre deux qubits les uns avec les autres. Et l'association de ces deux portes-là nous permet de créer ce qu'on appelle un état de Bell, et donc la création de la superposition, de l'intrication entre les deux qubits. Et je dirais que si on peut retenir peut-être un slide par rapport à tout ce que je suis en train de dire, c'est peut-être celui-là. C'est qu'avec ce que je viens de raconter, le fait d'avoir une porte d'Adamar va permettre de générer cette superposition d'états. Et en fin de compte, je vais m'intéresser à calculer une fonction qui peut, là pour le coup, elle est binaire parce que je suis en train de manipuler des 0 et des 1. Et cette fonction qui vaut une fonction binaire, ben, je vais m'intéresser à la valeur de cette fonction au point 0 et au point 1. Quelle va être la valeur de cette valeur-là? Quelle va être la valeur de cette fonction-là? Eh bien, en associant, je dirais, à la fois, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça nous amènerait trop loin dans la démonstration mathématique, mais la conjonction, je dirais, de cette porte d'Adamar associée avec la porte Synote que j'évoquais tout à l'heure va me permettre, en convolant cette fonction-là, d'avoir comme résultat, d'avoir comme calcul, le système va me calculer f de 0 et f de 1 simultanément, avec un facteur de 1 sur racine de 2 devant, mais ce n'est pas gênant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, mais alors comment mon algorithme me permet de me faire remonter le f de 0 et le f de 1, les deux valeurs qui m'intéressent? En fait, rappelez-vous, j'exécute mon algorithme. En exécutant mon algorithme, je vais obtenir un résultat, mais le résultat que je vais obtenir, ça va être le reflet de l'état de mes qubits au moment où je fais ma lecture. Et donc, je vais obtenir un f de 0. Voilà. Je n'aurai pas simultanément f de 0 et de 1 au moment de la lecture. Mais je vais recommencer l'expérience. Et l'expérience, d'un point de vue statistique, plusieurs fois, plusieurs milliers de fois, va me permettre de tracer la répartition des valeurs de f de 0 et de f de 1. J'aurai le résultat de f de 0 et f de 1 pour peu qu'effectivement mon algorithme soit bien équilibré et que l'algorithme soit conçu pour pouvoir avoir une équirépartition, une équiprobabilité du résultat de f de 0 et de f de 1. Alors, je suis juste en train là d'évoquer un point fondamental, c'est que l'informatique quantique procède par une approche non déterministe, mais probabiliste ou statistique. Et les résultats obtenus, ce sont des résultats, je dirais, sont plusieurs résultats. Et je
je dresse l'histogramme des résultats possibles pour pouvoir avoir toutes les solutions qui m'intéressent à mon problème. Donc ça, c'est important à la fois de bien se représenter ce fameux parallélisme quantique et le fait aussi qu'on est dans une logique de non-déterminisme et que les algorithmes que l'on va concevoir doivent s'inspirer de ce que je viens de dire, donc avec une répétition de l'algorithme pour pouvoir obtenir les différents résultats. Pour mon labyrinthe, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir que j'exécute, je dirais, plusieurs fois je dirais, l'algorithme pour que, à l'issue de ces plusieurs fois, le système me donne le résultat de mon problème. Et ça veut dire que tant que je n'observe pas mon labyrinthe, je sais pertinemment qu'il va il y a cette superposition de valeurs, et parmi toutes ces valeurs possibles, il y a la valeur qui m'intéresse. Mais je ne vais l'obtenir qu'à partir d'un certain nombre de mesures que je vais réaliser, puisque une mesure va me figer une situation parmi toutes les situations possibles. Alors, je voulais évoquer aussi les aspects de quantique et de cryptosystème, parce que je pense que c'est important de voir effectivement l'apport, l'incidence. Vous allez voir qu'il y a à la fois une incidence et un apport du quantique là-dessus. Alors, pourquoi le chiffrement? Je ne vais pas développer plus que ça en disant que c'est simplement d'assurer la confidentialité et l'intégrité, notamment des données qui sont soit échangées durant des transactions, qui peuvent être interpersonnelles ou interapplicatives, mais aussi qui sont stockées ou archivées. Donc ça, c'est un point qui est effectivement extrêmement important. Alors, plusieurs techniques sont utilisées, notamment celles qui reposent sur des techniques d'échange de clés, qui peuvent être des clés publiques, symétriques ou asymétriques, du type RSA. Alors, elles sont toutes basées principalement sur des propriétés arithmétiques des nombres, au sens qu'il est facile de composer un nombre, de réaliser un nombre composé à partir de nombres premiers. D'accord il suffit de multiplier des nombres premiers entre eux pour obtenir un nombre composé. Par contre, le problème inverse qui consiste à regarder pour un nombre composé, de faire la décomposition en facteurs premiers, là, le calcul est extrêmement long pour peu qu'effectivement, on a des clés de longueur suffisante. Et vous voyez, une clé, par exemple, de 2048 bits, il est extrêmement coûteux en termes de temps de calcul de pouvoir effectivement craquer des clés de cette longueur. Le seul problème, c'est qu'effectivement, avec l'apport de l'informatique quantique, il existe des algorithmes. Nous avons déjà pensé, enfin quand je dis nous, une personne a déjà pensé à profiter du parallélisme quantique pour pouvoir craquer bien plus rapidement ces clés. Cet algorithme existe, il s'appelle l'algorithme de Shor. Vous pouvez d'ailleurs très facilement le trouver sur Internet. Voilà, on voit bien, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on va retrouver ces portes quantiques que j'évoquais, ces notions de superposition d'états, d'outils mathématiques que j'ai évoqués là. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de qubits de bonne qualité, d'ordinateurs quantiques qui vont nous permettre d'implémenter efficacement cet algorithme-là. Il faut savoir que c'est d'ores et déjà quelque chose qui attire l'attention, je dirais, d'un certain nombre d'institutions bancaires, d'un certain nombre d'organismes, parce qu'effectivement, il y a une menace réelle, je dirais, d'apporter de la vulnérabilité sur les systèmes de chiffrement qui existent aujourd'hui. D'où la nécessité d'ores et déjà de développer des nouveaux algorithmes qui tiennent compte de ces spécificités de l'informatique quantique. Alors, ces algorithmes, ils existent, ça s'appelle les algorithmes post-quantiques. Plusieurs techniques avec des très belles mathématiques d'ailleurs existent déjà, dont notamment ce qu'on appelle les lattice networks ou les réseaux euclidiens. IBM travaille beaucoup sur ces sujets-là, et puis d'autres techniques. Alors, je voulais aussi évoquer le fait que nous-mêmes, nous travaillons déjà à la mise en œuvre d'une suite cryptographique post-quantique qui s'appelle Crystal, qui a été développée d'ailleurs avec un certain nombre de partenaires, dont des partenaires académiques, puisque vous voyez, il y a eu l'ENS de Lyon qui a été associé. Et cette suite cryptographique post-quantique qui va nous permettre de minimiser les risques, cette vulnérabilité, je dirais, qui peuvent exister avec l'apport de cette informatique quantique, est en train de se développer, et elle a fait d'ailleurs l'objet d'une demande
auprès du NIST pour avoir effectivement je dirais le label. Alors, je voulais évoquer aussi une autre technique extrêmement intéressante de cryptographie qui va nécessiter de la puissance quantique pour pouvoir réaliser ça. C'est ce qu'on appelle l'encryption homomorphique, alors qui repose sur le fait que on aimerait bien, enfin les gens du métier aiment bien sûr manipulent beaucoup plus de plus en plus, excusez-moi, de données. En revanche, ceux qui vont développer les algorithmes pour manipuler ces données, ils n'ont pas besoin, besoin de connaître effectivement les données qui sont manipulées. Ils n'ont pas à connaître plutôt les données à manipuler. Alors, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine bancaire, dans le domaine militaire, eh bien, il y a un vrai souci là-dessus de pouvoir écrire des algorithmes en manipulant des données. Aujourd'hui, on est là pour développer des algorithmes en manipulant des données qui sont en clair. Donc, il y a une nouvelle technique qui a été mise en place qu'on appelle l'encryption homomorphique, qui permet effectivement de changer d'espace et de passer dans un espace, je dirais, algorithmique, on va dire comme ça, par un homomorphisme par rapport à l'espace de départ. Et sur cet espace algorithmique, eh bien, on va développer des algorithmes sur des données qui ne sont absolument pas exploitables par ceux qui écrivent ces algorithmes-là. Et les résultats qui vont être obtenus par ces algorithmes vont être restitués dans l'espace, je dirais, d'origine auprès des gens du métier, seuls à avoir l'habilitation pour pouvoir pour pouvoir exploiter des données. Alors, ce traitement, je dirais, de passage, je dirais, de l'espace de départ à l'espace d'arrivée, de réaliser des algorithmes, je dirais, sur des données qui sont complètement illisibles, nécessite énormément de puissance de calcul et l'informatique quantique devrait pouvoir accélérer, je dirais, l'implémentation de ce type de solution. Alors, maintenant, d'un point de vue très concret, si on rentre un petit peu dans les outils que nous avons à notre disposition, alors je vais évoquer ceux que IBM met à disposition de toutes je dirais, ceux qui souhaitent comprendre, expérimenter, manipuler. Donc, nous avons des ordinateurs quantiques, nous avons la possibilité de réaliser un certain nombre d'expériences au travers tout simplement d'un portail Internet. Et nous avons aussi un outil de développement open source qui s'appelle Qiskit dans un environnement Python qui nous permet effectivement d'implémenter, de développer du code et de manipuler des portes quantiques comme j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je vous montrerai je vous ferai une petite expérience tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 utilisateurs, voyez, en 2019, donc ça s'est réactualisé. Beaucoup d'expérimentations sont réalisées, beaucoup de publications. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'il y a finalement une sorte d'écosystèmes régionaux qui se mettent en place, constitués, je dirais, d'acteurs dans le domaine du quantique, IBM, des partenaires, des clients, le monde académique, le monde de la recherche, pour travailler ensemble sur le développement de cette nouvelle informatique qui va révolutionner, je dirais, l'informatique d'aujourd'hui dans quelques années. Avec quand même un point que je voudrais apporter, elle va révolutionner, mais elle ne va pas remplacer. Et pendant de très nombreuses années, il va y avoir une complémentarité de ces deux informatiques. L'informatique traditionnelle réalisera tout ce qu'elle sait très bien faire aujourd'hui et va, je dirais, solliciter l'informatique quantique pour des sujets que l'informatique traditionnelle ne sait pas résoudre correctement ou ne sait pas d'ailleurs résoudre du tout. On peut très bien imaginer à terme que l'on aura, par exemple, un algorithme du type je ne sais pas, voyageurs de commerce ou Monte Carlo, voilà, un Monte Carlo, par exemple, que l'on va solliciter à plusieurs reprises pour pouvoir réaliser un algorithme où il y aura effectivement beaucoup de sollicitations de techniques de type Monte Carlo. Alors, d'ores et déjà en France, nous avons à Montpellier une équipe, un écosystème, ce qu'on appelle un hub, qui permet déjà effectivement d'animer, de développer un écosystème, comme je disais, au travers de clients, de partenaires, de start-up, le monde académique, le monde de la recherche, pour expérimenter ensemble, aller plus loin sur ce que peut apporter cette informatique, je dirais, à venir, et travailler notamment avec nos clients sur les use cases, sur les applications qui sont éligibles. Alors,
juste pour ceux que ça peut intéresser, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir expérimenter par vous-même. Alors, la meilleure façon de le faire, pour ceux qui veulent le faire à l'issue de cette présentation, vous tapez IBM Q tout simplement, vous allez vous retrouver sur un portail qui a cette allure-là. Et puis, en étant sur ce portail-là, après, vous allez bien sûr vous créer un compte. C'est d'une facilité, il n'y a aucun souci. Il faut juste saisir effectivement une adresse email avec une validation de l'adresse email. Et puis, vous allez vous retrouver sur un portail qui a cette allure-là. Et ce portail qui a cette allure-là, je vais justement, si vous le voulez bien, y aller. Donc, j'arrête 30 secondes le partage pour revenir après sur voilà, partager l'écran. Je vais me retrouver sur voilà. Et donc là, vous voyez, je me retrouve sur la page que j'évoquais tout à l'heure, avec la possibilité de faire deux choses. Donc, pour ceux et celles qui voudront se connecter, vous allez vous retrouver sur un portail qui a cette allure-là. Et vous avez la possibilité soit de lancer un outil qui va permettre d'expérimenter en ligne, soit de rentrer directement dans un notebook sous Python. Vous allez pouvoir écrire du code en ligne et exécuter du code. D'ailleurs, l'un comme pour l'autre, sur une vraie machine quantique. Donc là, je rentre dans le composeur, et donc là, c'est une expérimentation en ligne, et vous voyez, donc en ligne, on voit apparaître ici un certain nombre de lignes. Là, en l'occurrence, il y a 4 lignes qui représentent 4 qubits, mais je peux en rajouter d'autres ici en appuyant sur plus. Et puis, alors là, je vais supprimer la petite porte qui est là. Et puis, vous avez en haut tout un ensemble de petits carrés qui sont représentatifs des portes quantiques que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, ici, vous avez la possibilité, je dirais, alors vous avez ici le code assembleur correspondant, là pour l'instant il n'y a strictement rien, et vous avez la possibilité, ici en appuyant sur ce bouton, d'accéder à l'ensemble de tous les ordinateurs quantiques. Vous voyez ici, vous avez une machine, alors elles ont des noms, il y a Santiago, Athènes, Belém, Quito, etc. Et à chaque fois, vous avez le nombre de qubits. Alors là, c'est un environnement d'expérimentation pour tout un chacun. Et donc là, quand je vous parlais de 127 qubits, ça c'est dans le cadre effectivement de contrats commerciaux. Et là, on met à disposition une machine avec beaucoup plus de qubits pour pouvoir, je dirais, développer des algorithmes avec beaucoup plus sur une machine plus puissante. Et là, vous voyez, par exemple, il y a une machine avec 15 qubits. Là, il y a même, vous voyez, il y a même une machine, là, c'est un simulateur. Hein, c'est pour 5000 qubits, donc c'est un simulateur. Hein, ce n'est pas une vraie machine qubit. Et vous avez aussi la possibilité de travailler sur des machines qui sont des simulateurs. Donc, finalement, vous pouvez développer du code ici et l'exécuter sur une machine traditionnelle, mais qui va se comporter comme une machine quantique. Alors, la réalisation d'un programme quantique est tout simple. Vous voyez ici, je prends ma porte d'Adamar. Vous voyez ici que je suis en l'état 0. Je travaille en binaire. Hein, je ne fais que du binaire. Lorsque je vais apporter, je fais un drag and drop tout simplement. Et lorsque je vais lâcher, par exemple, la porte d'Adamar sur mon qubit Q0, eh bien, je vois que ça va engendrer directement une superposition d'états. Et je vais avoir ici, en sortie de ma porte d'Adamar, eh bien, le fait d'avoir, je dirais, en sortie, mon qubit qui vaut 0 et 1 simultanément. Alors, vous voyez ici, on considère que les bits qui sont le plus en haut, ce sont les bits de poids faible qui correspondent au Q0. Et puis, au fur et à mesure que je descends là, eh bien, je descends effectivement au niveau des qubits. Là, vous avez une représentation qui est une sorte de sphère, pas tout à fait de bloc, qui nous permet de monter les transitions quand je change de 0 et de 1. Et puis, les probabilités correspondantes à valoir 0 ou à valoir 1. Et vous voyez ici que c'est 50% de valoir 0 et de valoir 1 au moment où je vais les observer. Et vous voyez que je peux y associer comme ça d'autres portes. Excusez-moi. Je vais par exemple mettre une porte synode comme j'évoquais tout à l'heure. Et vous voyez apparaître ici le fait que je vais créer ce qu'on appelle un état de Bell. Alors, vraiment, je suis là, je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que malheureusement, je n'ai pas plus de temps. Je veux juste évoquer avec vous qu'on a un outil de développement, d'expérimentation, que ce soit, je dirais, de façon interactive, de façon assez simplifiée mais agréable à utiliser pour expérimenter, mais bien sûr dans un environnement beaucoup plus complet aussi au travers de Qiskit. Alors, je reviens maintenant
sur la présentation qui est ici. Voilà. Il faut juste que je repartage mon écran. J'ai un petit souci pour repartager mon écran, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, je reviens sur mon PowerPoint. Ici. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez ici apparaître donc dans le notebook correspondant à un petit programme que j'ai écrit, qui est exactement celui que vous avez vu tout à l'heure. Et vous avez un environnement open source de Qiskit qui vous permet de développer dans un environnement Python chez vous, je dirais, avec son environnement notebook. Et vous avez effectivement plusieurs environnements de développement plus ou moins complexes, intégrant tout un ensemble de fonctionnalités, notamment les gestions des codes d'erreur, etc. L'installation est extrêmement simple. Ça peut fonctionner soit sur macOS, soit sous Windows, soit sous Linux. Et vous avez toute une procédure d'installation extrêmement simple pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, je voulais juste, pour terminer, finir sur deux slides importants. Le premier, c'est que, comme je vous disais au tout début, il y a on fait beaucoup de data science en ce moment. Et la data science, dès lors qu'on augmente effectivement le volume de données, le nombre de paramètres, eh bien, fait qu'on a du mal à exécuter le temps de calcul, le calcul en un temps acceptable. Et donc, pour ça, effectivement, on développe, je dirais, on réfléchit à développer ces algorithmes-là au travers de l'approche quantique. Alors, plusieurs choses, notamment la résolution de systèmes linéaires en très grande dimension, donc notamment avec un algorithme qu'on appelle l'algorithme HHL. Aussi la possibilité de faire de la classification en mode supervisé. Donc, pour ceux qui connaissent le quantum K-means, nous travaillons aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche autour, notamment lorsqu'on met en œuvre des réseaux de neurones sur la descente du gradient ou la rétropropagation du gradient pour améliorer les performances du réseau de neurones. Et puis d'autres techniques comme le quantum SVM. Donc ça, c'est pour réaliser de la séparation je dirais, définir un hyperplan de séparation dans un espace vectoriel. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont en devenir et sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Quand je dis nous, c'est IBM, mais très clairement, il y a le monde académique, le monde de la recherche travaille beaucoup aussi sur tous ces sujets-là. Il y a beaucoup de dynamique et beaucoup de nos clients sont intéressés à ça. Et pour finir, donc un aspect de formation important, donc plusieurs sensibilisations et formations dès maintenant, à la fois pour ceux qui sont les décideurs, les promoteurs, donc ceux qui vont effectivement être plutôt dans les actions de vente, les développeurs, les concepteurs, les chercheurs, je dirais aussi, et puis les utilisateurs. Donc finalement, c'est des spécificités de cette nouvelle technologie. Il faut penser autrement l'algorithme, il faut définir des architectures fonctionnelles et techniques, hardware et software qui sont différentes, tout en n'oubliant pas qu'il va falloir conjuguer cette nouvelle technologie avec les technologies existantes. Ça nécessite effectivement un certain niveau en mathématiques et algorithmiques pour expérimenter, pour comprendre et implémenter et déterminer les use cases qui seraient éligibles. Alors, pour ça, plusieurs formations. Une formation initiale auprès, je dirais, d'étudiants dans les grandes écoles et universités. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de naître par rapport à ça. Et puis, effectivement, donc, une formation continue pour tous ceux et celles qui sont déjà en activité professionnelle et qui veulent, je dirais, monter en compétence sur l'ensemble de ces technologies émergentes, puisque, encore une fois, d'ici 4 ou 5 ans, eh bien, ces technologies, a priori, devraient être en rendez-vous. Et c'est pour ça que, d'ores et déjà, certaines entreprises se disent d'ores et déjà, j'investis, je passe du temps, un peu de temps pour comprendre et progressivement m'approprier de cette nouvelle technologie qui, lorsqu'elle sera mature, moi, je serai aussi opérationnel pour pouvoir la mettre en œuvre, l'utiliser, voire la développer. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. J'ai certainement explosé le temps. Oui, un petit peu. Voilà, je pense même beaucoup.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis, bien sûr, je suis à votre disposition pour continuer à partager, à discuter, répondre à vos questions sur cette nouvelle et belle technologie qui arrive. Eh ben, merci beaucoup, Georges. C'était absolument passionnant. Alors, il y a eu pas mal de questions de différentes natures. Concernant déjà les sujets d'application, pour nous, acteurs, il y a quand même des choses évidemment très intéressantes. Déjà, Monte-Carlo, avoir un Monte-Carlo vraiment aléatoire, ça serait Le très rêve, bien. le rêve. Un rêve, et vraiment. Il y a alors la sécurisation des données, le fait de pouvoir partager des données sans enfin, pouvoir partager l'utilisation de données dans un algorithme sur lequel on est d'accord parce qu'on veut, on a la même finalité d'objectif, de résultat, mais on n'a pas besoin d'avoir accès aux données elles-mêmes. Ça, c'est une problématique d'acteurs parce qu'on a besoin de connaître la nature d'un risque, mais on n'a pas besoin d'avoir individuellement, de pouvoir repérer, par exemple, en matière de santé, on n'a pas besoin au niveau de l'étude de savoir que c'est Monsieur Dupont ou Madame Durand. Et malheureusement, nous n'avons pas accès aux données. Et quand je dis ça, c'est vrai pour les actuaires, mais on sait que c'est vrai également pour les chercheurs en santé qui se heurtent à la même difficulté. Donc, cet aspect homomorphique est passionnant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans quel horizon est-ce que ça sera accessible, par exemple, aux chercheurs en santé déjà? Alors, il y a déjà un outil, il y a déjà la possibilité d'expérimenter cette encryption homomorphique. Bon, on est en stade de recherche et développement aujourd'hui. Donc, c'est des techniques assez sophistiquées, comme vous pouvez imaginer, à mettre en œuvre. Mais d'ores et déjà, il y a des gens dans différentes industries, certainement dans la santé, je n'ai pas vérifié, mais qui doivent travailler et qui s'intéressent sur le sujet. Après, c'est des algorithmes qui sont extrêmement coûteux en termes de temps de calcul et même en espace mémoire à réaliser ça. Ça nécessite aussi de s'assurer que c'est bien, qu'on anonymise bien les données, qu'elles soient bien, je dirais, encryptées. Donc, il y a tout un ensemble quand même un peu de s'assurer que tout fonctionne bien. Je pense qu'il y a, du fait qu'il y a énormément de calculs à devoir réaliser, aujourd'hui, ça nécessite enfin, l'exploitation en temps réel, quand j'ai dit en temps réel, qui soit économiquement acceptable dans le temps. Aujourd'hui, il y a encore un peu de travail à faire. Et je pense que l'informatique quantique va justement nous permettre de libérer de cette puissance de calcul qui est nécessaire aujourd'hui pour, et de ce fait, améliorer les performances et le temps de calcul de réalisation. Parce que si on est en train de manipuler de la data et qu'il faut, je dirais, des jours, voire des semaines, voire des mois pour pouvoir réaliser ces allers-retours, s'il y a des volumes de données qui sont extrêmement conséquentes, eh bien, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique, très clairement. Donc, alors, dire dans combien de temps ça sera exploitable, alors, il y a plusieurs axes, effectivement, de développement. Déjà, il y a un axe de développement d'amélioration des algorithmes existants. Donc, c'est une technologie d'encryption homomorphique, c'est une technologie toute récente, toute jeune. Et donc là, il y a déjà des réflexions et des améliorations qui font l'objet de nombreuses recherches et développements autour de cette thématique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ce qui va venir apporter un ballon d'oxygène, c'est les endroits qui, aujourd'hui, qui font que l'implémentation sur une machine traditionnelle pose problème en termes de performance de calcul. Et donc là, si effectivement ces parties-là peuvent être sont éligibles à l'informatique quantique, et bien lorsque l'informatique quantique va arriver, ça va permettre effectivement de booster ces zones de calcul qui sont aujourd'hui qui prennent beaucoup trop de temps. Voilà.
Une autre application, c'est en ce qui concerne, par exemple, tout ce qui est ville intelligente, euh, éventuellement véhicule autonome, vraiment autonome, placé dans des infrastructures intelligentes. On voit que pour le moment, ça ne démarre pas beaucoup la ville intelligente. Alors, est-ce que c'est vers l'informatique quantique qu'il faut se tourner parce qu'il y a énormément d'informations qui sont croisées, ou est-ce que en fait c'est pas adapté? Comment vous voyez les choses? C'est une vaste question. Là, j'avoue que je pense que si la ville intelligente, elle prend son temps à se développer, c'est que je pense qu'il faut déjà la définir et puis imaginer, je dirais, les étapes progressives à mettre en œuvre. Et je pense que ça relève plus d'une volonté, je dirais, sociétale, de changement d'habitude et de changement d'outils. C'est peut-être le point le plus important. Après, il y a un certain nombre de choses qui se mettent déjà en œuvre. Et enfin, mon avis, c'est mon avis, hein, je pense que si frein il y a, c'est pas tant le fait à aujourd'hui, hein, c'est pas tant le fait d'un problème de puissance de calcul que, encore une fois, de la volonté de pouvoir développer ça et des coûts associés pour la mise en œuvre de tout ça. Je pense que c'est effectivement important. Ensuite, il y a quand même une chose qui est absolument fondamentale, c'est des nouveaux outils, c'est des nouveaux usages, c'est des nouvelles habitudes. Et tout ça, il faut que ça se fasse aussi dans le cadre d'une conduite du changement. Il faut que finalement mettre des outils à la disposition de tout un chacun, ça passe au départ par expliquer à tout un chacun comment il faut utiliser ces outils. Sinon, ben, ça va juste être contre-productif. Et je pense que c'est aussi un frein enfin, c'est un frein, c'était un point à considérer et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que s'il n'y a pas autant d'accélération qu'on voudrait, c'est parce qu'effectivement, ben, il y a toute cette phase d'accompagnement aussi à devoir mettre en œuvre. Et j'en veux pour preuve, par exemple, l'intelligence artificielle. Quand on voit, par exemple, tout ce qui peut être dit sur l'intelligence artificielle euh, euh, et les réactions que cela peut engendrer en disant mais c'est la catastrophe, ça va avoir un impact sur les métiers, l'intelligence artificielle va nous dominer à terme, etc. Et les réactions, certaines positives, d'autres négatives, on voit tout ce travail qu'il y a à faire, je dirais, pour éduquer les gens, mais aussi, bien sûr, de mettre en œuvre tout ce qui va permettre d'apporter de la confiance auprès des utilisateurs. Et ça passe par le développement d'algorithmes qui soient, je dirais, qui soient transparents, qui soient de confiance, comme on dit, avec tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de faire en sorte que on puisse passer cette étape, je dirais, de développement et une nouvelle approche avec des nouveaux outils. L'informatique quantique va certainement nous aider. Vous voyez, je parlais par exemple des problèmes de planification, de transport. On peut très bien imaginer, bien entendu, que lorsqu'il y a des problèmes de congestion au niveau de transport qui peut être maritime, terrestre avec la voiture, avec le train, l'avion, etc. Lorsqu'il faut par exemple imaginer qu'il y a un incident, par exemple, sur les voies ferrées et qu'il va falloir revoir complètement, réagencer, replanifier complètement les horaires, c'est un temps aujourd'hui extrêmement long pour pouvoir faire ça. Et c'est sûr que l'informatique quantique, lorsqu'elle sera opérationnelle, elle sera parfaitement un très bon outil pour améliorer de façon certainement, à mon avis, spectaculaire la replanification lorsque, par exemple, peut survenir un incident, par exemple, typiquement. Oui, là, en termes de logistique, c'est Clairement, extraordinaire. Oui, clairement. oui. Là, ça soulève deux questions qui ont été posées. La première, c'est un problème de confiance parce qu'il y a effectivement des fantasmes et des peurs relatives à l'intelligence artificielle qui sont basées quand même sur des choses relativement simples.
en tout cas qui sont au niveau du monde qui est notre monde habituel. Or, l'informatique quantique se situe dans un monde que nous ne connaissons pas et qui est particulièrement surprenant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même là un saut quantique, comme on dit, pour que la confiance soit là, y compris chez les utilisateurs entreprises, enfin, pas seulement au niveau de l'individu, non? Donc, disons que… Est-ce que ça paraît pas quand même, on parle de transparence des algorithmes. Bon, c'est déjà curieux parce que, bon, moi, j'utilise ma voiture et je ne sais pas du tout comment elle marche. Et donc, là, pourquoi faudrait-il savoir comment fonctionne l'algorithme? Bon, le fait qu'il faut savoir comment fonctionne quelque chose pour avoir confiance pose déjà question, mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, le quantique, comment peut-on comprendre? Comment le monsieur et madame tout le monde pourront-ils comprendre? Alors, Florence, juste un petit point. Pour votre voiture, ce n'est pas tout à fait vrai qu'elle n'est pas complètement non transparente, votre voiture. Quand vous mettez le contact le matin, quand vous prenez votre voiture, enfin, quand vous prenez votre voiture, vous avez un certain nombre d'indicateurs de voyants qui s'allument. Et ces indicateurs, ces voyants, vont vous permettre de dire est-ce que je prends la route ou je ne prends pas la route. Et si, imaginez juste un instant, juste là, vous prenez votre voiture et il n'y a plus aucun indicateur qui s'allume. Eh bien, vous ne prendrez pas votre voiture en confiance. Eh bien, ces indicateurs, ces variables d'état de votre système, finalement, quand on développe une intelligence artificielle, on va se doter finalement de sortes de variables d'état qui vont nous permettre de nous garantir du comportement du système, sa traçabilité, sa transparence, qu'il n'y a pas de biais, que le système répond bien comme on voudrait qu'il réponde, qu'il n'est pas en train de dériver. Et donc, il y a des choses qui sont en train d'être étudiées là-dessus pour pouvoir, je dirais, s'assurer qu'il n'y a pas une dérive finalement du système. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais encore une fois, un petit peu comme n'importe quel système industriel que l'on met en place. Quand vous rentrez dans un cockpit d'avion, c'est bourré de capteurs partout et qui est rendu visible et accessible, je dirais, à l'équipage, enfin, je veux dire, au commandant de bord et au pilote et au copilote, très clairement. Et quelque part, c'est ça qu'on est en train de faire quand on développe une intelligence artificielle dite de confiance. C'est de donner des éléments qui vont nous permettre de nous assurer que le système se comporte comme on voudrait qu'il se comporte. Après, l'autre problème qu'il y a et que l'on peut peut-être rapprocher avec le quantique, c'est si ça tombe entre les mains de quelqu'un qui veut en faire un usage autre que celui qui a été prévu initialement ou qui ne sait pas s'en servir. Effectivement, c'est un problème que l'on peut… Qu'est-ce qui se passe si la puissance quantique, on la met à disposition d'une entité, quelle qu'elle soit, qui veut s'en servir à des fins de craquer les codes RSA actuels? Oui, effectivement. Effectivement, c'est un vrai sujet. Mais je veux dire, c'est un sujet qu'il va falloir adresser. Donc, c'est pour ça qu'il y a des aspects de souveraineté autour de cette technologie quantique qui se posent. Il y a aussi une éducation autour de ces nouvelles technologies qui se mettent en place. Et je dirais, vous voyez, c'est une éducation qui, finalement, on retrouve partout dès lors qu'il y a une avancée technologique, une avancée quelle qu'elle soit, dès lors qu'il y a un progrès. Et vous voyez, j'aime bien donner cet exemple. Vous voyez, par exemple, je suis certain que personne d'entre nous dans la salle là, je suis d'ailleurs désolé, j'aurais tellement voulu partager avec vous, être ensemble, mais voilà, ça se fait à distance. Comme j'ai dû le faire d'ailleurs la première fois, on était tous ensemble. Mais vous voyez, personne dans la salle digitale dans laquelle on est, je pense, est capable d'enfoncer un clou dans un mur en béton, je dirais, avec ses mains. Voilà. Et donc, l'humain, il a créé un marteau. Il a inventé un marteau, un objet qui permet effectivement d'enfoncer. Donc, c'est une extension des capacités de l'humain pour pouvoir effectivement enfoncer un clou au travers d'un nouvel outil qui a été développé. Mais si jamais on met un marteau entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais vu à quoi ça peut servir et qu'on lui explique que ça va lui servir à enfoncer un clou et qu'on ne lui a pas expliqué comment il va s'en servir, eh bien, globalement, on peut être assuré qu'il va se blesser avec.
il va mal s'en servir. Et de la même manière, si un marteau qui, au départ, est là pour enfoncer un clou dans un mur, eh bien, malheureusement, peut servir comme arme, comme on l'appelle par destination, quelque part, et ça peut blesser quelqu'un. Et donc, vous voyez, un simple marteau dans les mains de quelqu'un qui ne veut pas en faire un usage qui était initialement prévu peut être juste une arme. Et donc, vous voyez qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle, on est en train de parler de quantique, mais globalement, le moindre outil qui est un progrès par l'humain pour l'humain, ben, peut être sorti de son objectif initial. Et effectivement, c'est un vrai sujet de réflexion que l'on doit se poser pour tout développement, toute innovation. L'IA en est Oui. la parfaite illustration et le quantique aussi. Alors, je rappelle aussi que le quantique, pardonnez-moi Florence, c'est important, c'est de la puissance de calcul qui va venir, je dirais, résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui ou très mal résoudre. C'est pas de l'IA, le quantique. C'est pas du machine learning. Le quantique, c'est de la puissance de calcul avec une approche algorithmique différente pour développer une IA plus performante, pour développer du machine learning plus performant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Euh, euh, alors, oui, oui, tout à fait. Mais le quantique lui-même peut créer en lui-même beaucoup de fantasmes parce que c'est Oui. quand même très stabilisant. Il y a deux types de questions. Une question sur l'écologie, sur la consommation énergétique. Alors, c'est effectivement des bonnes questions. Alors déjà, un point je dirais, d'architecture, je pense que pendant de très nombreuses années, l'informatique quantique sera disponible au travers du cloud. C'est-à-dire, ce sera des systèmes qui seront hébergés dans des data centers très particuliers, capables de mettre ces systèmes quantiques dans une situation de confinement, si je peux dire, par rapport à des perturbations de toute nature. Donc là, voilà, c'est déjà un premier point. L'autre Ce sont point. des clouds à part, ce seront des clouds quantiques, si j'ose dire, enfin réservés. Mais alors, ça sera effectivement. Alors, l'hébergement sera à part, les data centers sera à part. En revanche, bah, vous avez vu tout à l'heure que j'accédais au travers du cloud. J'accédais par Internet et tout à chacun et chacune d'entre vous pourront le faire par la suite, d'accéder à un véritable ordinateur quantique au travers de votre Internet, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord, c'est une question, ça, oui. Voilà. Mais oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, il va se poser la question effectivement du bilan énergétique de l'ordinateur quantique. Combien coûte, d'un point de vue énergétique, un ordinateur quantique? Alors, la réponse que je vais faire, c'est une réponse, je n'ai pas de visibilité par rapport à ça, donc c'est juste simplement mon point de vue par rapport à ça. C'est que je crois qu'aujourd'hui, la réflexion, on est dans une logique de recherche et de développement. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique, on n'est pas passé dans une phase, je dirais, de production, d'industrialisation, de miniaturisation. On est dans le choix, on est dans une approche de choix de technologie appropriée. Vous avez vu qu'on est en train de travailler sur cette problématique, je dirais, d'amélioration du temps de cohérence. Et donc là, je dirais, et encore une fois, c'est un avis voilà, je ne sais pas quelle est la réflexion qui est menée là-dessus, je pense que les problèmes énergétiques sont pour l'instant dans un deuxième plan. Et lorsqu'on aura adressé effectivement toutes les problématiques, je dirais, de la mise en œuvre de ces technologies et de la maîtrise de ces technologies, il y aura une deuxième phase qui va être de dire comment on va miniaturiser, comment on va optimiser, comment on va chercher à faire en sorte que, d'un point de vue de la production, eh bien, on intègre, je dirais, le coût énergétique associé à ça. Je pense que ça sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est du prototype, mais vous voyez, ce n'est peut-être pas la question principale qui se pose pour l'instant, à l'échelle du recherche et développement. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je pense que les personnes intéressées essaieront d'aller s'exercer sur le site que tu nous as proposé.
les questions, c'est je sais coder en R et Python, est-ce que je vais pouvoir essayer, travailler? Moi, il y a quand même une chose que je n'ai pas bien comprise, c'est que j'ai l'impression qu'il faut quand même se former pour comprendre, pour connaître toutes ces portes quand même. Et donc, il y a quand même un travail préalable à faire avant d'arriver avec son R et son Python et de se lancer dans le code quantique. Alors, oui, alors c'est des bonnes remarques, des bonnes questions. Euh, Disons que ce qui est plus important, ce qui nécessite peut-être un effort intellectuel plus important, c'est pas tant de savoir utiliser les portes, ou plutôt de comprendre ce que font les portes, plutôt, parce que ça, c'est pas très compliqué. Vraiment, c'est pas très compliqué. C'est plus rentrer dans l'esprit de l'algorithmie quantique, de la superposition d'états, de la superposition des valeurs. Alors qu'on le fasse en R, qu'on le fasse en Python, qu'on le fasse en quel que soit le langage qui existe aujourd'hui et qui existera demain, ce n'est pas tant le problème, parce qu'un langage de programmation, bon, vous savez, moi, ça fait des années, des années, des années que je code ou que j'ai codé. Je ne sais même plus à combien de langages de programmation je suis. C'est toujours effectivement un peu de temps d'adaptation, mais la problématique, elle n'est pas tant sur l'appropriation d'un langage de programmation que le concept je dirais, de l'algorithmie quantique. Ça, c'est plus subtil, c'est un petit peu plus compliqué, et je dirais, suivant deux axes. Déjà, dans notre éducation, hein, telle qu'on, je dirais, occidentale, on va dire, ou même éducation en général, mais occidentale, je pense, on nous apprend dès notre plus jeune âge le principe du tiers exclu. C'est-à-dire qu'une porte, elle est, enfin pour simplifier, une porte, elle est ou ouverte ou fermée, exclusivement, mais pas les deux à la fois. Mais c'est dans notre quotidien, c'est un peu ça, quoi. Globalement, c'est ou oui ou non, mais pas les deux à la fois. Là, quand on va écrire un algorithme, eh ben oui, ben voilà, il va falloir penser superposition d'états. Il va falloir imaginer que les algorithmes que je vais écrire, eh ben, il faut qu'ils s'imprègnent de cette logique de superposition d'états. Ce qui est important, c'est que, et ça, Florence, c'est important que vous évoquiez cette question-là, on n'est pas en train de dire j'ai un nouveau processeur, et puis finalement, ben, les algorithmes qui existent aujourd'hui, ben, je n'ai plus qu'à les mettre sur mon nouveau processeur. Bon, c'est un nouveau langage de programmation, mais au lieu que ma boucle, je la fasse comme ci, ben, je vais la faire comme ça. Au lieu que ce soit tel mot réservé, ça sera tel autre mot réservé. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est effectivement, il y a un processeur quantique, oui, il y a un environnement de développement qui, de jour en jour, progresse, progresse de jour en jour. Ce qui est plus complexe, c'est, je dirais, la démarche, le concept algorithmique qui est plus subtil à acquérir. Et de se dire, mais par exemple, quand je suis, je ne sais pas moi, face à une problématique, un problème mathématique et que j'ai, je ne sais pas moi, la résolution, un problème d'analyse numérique, une EDP à résoudre par exemple, c'est de se dire à quel endroit dans la résolution de mon problème, je sais que là, je ne suis pas bon avec l'algorithmie classique, et là, avec l'algorithmie quantique, je vais pouvoir améliorer les choses. Voilà. Alors, ça, c'est un point. L'autre point, vous avez vu que tout à l'heure, je manipulais effectivement, enfin, je manipulais, c'est une manipulation qui a duré quelques secondes. Hein, donc, j'ai vraiment fait par manque de temps, malheureusement. Je dirais, j'ai juste apporté une porte d'Adamar avec une porte Synote, etc., etc. On reste effectivement à la manipulation de porte aujourd'hui. On peut imaginer que dans quelques années, c'est un pari qu'on peut faire et je pense que nous sommes en train déjà d'un peu de travailler là-dessus. Il y aura un langage de programmation quantique qui vont nous cacher, si je peux dire, cette complexité de bits quantiques, si je peux dire. Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui quand on code en R ou en Python, on n'a aucune idée de ce qui se passe au niveau du processeur avec des 0 et des 1, des portes et, des portes OU, etc. Quand bien même ça se passe bien comme ça, je dirais. Et le compilateur ou l'interpréteur qui traduit le Python en R, le Python ou R, excusez-moi, ou Java ou tout ce que l'on veut, et là justement pour faire des successions de 0 et de 1. Donc aujourd'hui, en tant que pionnier, on manipule ces portes quantiques,
on peut peut-être imaginer que d'ici peut-être quelques années, on aura un Python quantique ou un Cobra quantique, je ne sais pas comment on l'appellera, peu importe, qui va peut-être nous faciliter la vie, que ce sera un langage évolué versus la technologie quantique, tout en ne perdant pas de vue quand même qu'il faudra conserver cette démarche de superposition de valeurs quantiques, qui est extrêmement important. Alors, oui, ça répond à des questions qui étaient posées justement de gens qui ont envie de programmer et qui disaient, mais alors, est-ce qu'il va y avoir un langage? Donc, merci de répondre à cette question avec précision. Je pense que là, nous avons dépassé très largement notre horaire et nous n'avons pas découragé tout le monde, loin de là, très loin de là. Et il nous reste, je crois, à vous remercier grandement parce que c'était très, très clair. Et pour ma part, j'ai trouvé des réponses. Et les choses, il y a besoin d'échanger, il y a besoin d'écouter plusieurs fois même les mêmes choses pour que des déclics se fassent, parce que c'est quand même un nouveau monde. Et vous l'avez dit à la fin, il faut rentrer d'abord dans cette nouvelle philosophie plus que dans un nouveau langage. Hein, ouais. Et donc, un très, très, très grand merci, Georges. Je pense que la présentation sera sur le site et j'espère que beaucoup des personnes qui vous ont écouté essaieront de déplacer les portes et de faire 2-3 manipulations pour voir ce que ça donne. Alors, merci beaucoup. Alors, Florence, est-ce que je peux me permettre alors de faire une proposition? Vous me dites, là, je fais un petit peu à chaud comme ça. Pour ceux que ça pourrait intéresser d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir, je serais ravi peut-être de faire peut-être un petit séminaire comme on l'a fait là, avec, je dirais, les personnes qui auraient peut-être déjà installé leur environnement tel que je l'ai expliqué là. Et on peut manipuler un petit peu ensemble, on peut rentrer un peu plus dans les détails du sous-jacent, je dirais, de ce fameux parallélisme quantique et de regarder comment ça se passe, et pour sentir les choses. Si ça vous dit, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette proposition. Je suis sûre que nous allons avoir des candidats et candidates. Merci infiniment. Je vous remercie de cette longue intervention passionnante. Et donc, on donne rendez-vous pour cet atelier que vous à disposition. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.